commencer. Très impressionnant. Bonjour. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bienvenue à tous. Je vais faire une toute petite introduction et je passerai la parole ensuite à Sidonie, simplement pour vous dire quelques mots sur la genèse de cet événement auquel vous avez été conviés. Et déjà, je vous remercie d'être si nombreux pour y participer. Alors cet événement, il est né de la curiosité, de l'intelligence non pas artificielle mais partagée et de l'esprit d'initiative d'un petit groupe de 4 personnes qui sont Sylvie Cormeret, Sabine Giguet, Laurence Maillard-Tessier, Antoine Marot et Ikram Rabouche, qui ont notamment comme caractéristique d'appartenir à 4 entités différentes et qui ont donc eu l'envie, le souhait de se constituer en projet pour organiser cet événement. Alors, curiosité, parce que finalement, la curiosité de ces 5 personnes ont été éveillées par un déplacement à Futur en Seine, où ils ont eu l'occasion de voir quelques présentations qui les ont quand même un peu stimulées. Il y a aussi eu des rencontres qui ont été organisées avec Francilla. Et puis, il y avait aussi Antoine qui avait déjà plongé dans le sujet de l'intelligence artificielle et qui a nourri ses collègues. Et tout ça les a conduits à se dire que ça pouvait valoir la peine de partager un peu de pédagogie sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'est aussi un projet qui a rencontré un souhait qu'avait le collectif Innovation de la région parisienne d'essayer de proposer des réunions thématiques sur des sujets qui peuvent peut-être parfois nous paraître un peu lointains, un peu étranges, un peu étrangers, mais qui peuvent nourrir l'intelligence collective au profit du projet d'entreprise. En nourrissant des thématiques sur le management, sur la transformation numérique et sur toutes les incidences qu'avaient ces transformations du monde extérieur sur notre propre réflexion et notre propre transformation. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe qui s'est avérée très déterminée, très engagée, puisque malgré quelques difficultés, malgré quelques personnes qui ont fait part de scepticisme et qui ont dit « mais non, vous n'y arriverez jamais, ça n'intéressera personne », merci pour la démonstration aujourd'hui, ont su mener leur projet à bien, ont pivoté en mode start-up par rapport à leur projet initial pour transformer l'essai et arriver au bout du projet. Avec l'aide d'ailleurs de quelques personnes qui les ont bien aidés. Donc, je cite Bruno Poisson, délégué des fonctions centrales, Sarah Hello, qui s'occupe de la communication au CNER notamment. Et puis, nous avons un invité spécial aujourd'hui en la personne de Patrick Campagnac, qui s'occupe de retransmettre, de tester une retransmission en temps réel de l'innovation vers Toulouse. Donc, c'est une première, si ça marche. Aurillac, pardon, vers Aurillac et Toulouse. Pardon, excuse-moi Patrick. Voilà, donc je pense que on peut dire merci à ce petit groupe projet et puis aux personnes qui les ont aidés d'avoir organisé cet événement qui est quand même un peu significatif et inhabituel et qui, j'espère, saura nous inspirer. Je remercie également les intervenants qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Pas toujours en ayant une vision très claire de peut-être du contexte et de où on les emmenait. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le risque de venir partager ce moment avec nous. Et je vais passer le micro à Sidonie qui va vous les présenter. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Claire Niclot. Merci à vous de m'avoir convié aujourd'hui. Donc très rapidement, moi je m'appelle Sidonie Watrigan, je suis journaliste à BFM Business. C'est un sujet extrêmement vaste que celui de l'intelligence artificielle, mais extrêmement intéressant. Alors effectivement, comme le disait Claire, les 4 intervenants n'ont pas forcément compris où on voulait les emmener, nous non plus d'ailleurs, mais on va leur poser énormément de questions. On a essayé de cibler avec l'ensemble de l'équipe de préparation toutes les thématiques qu'on pourrait éventuellement aborder aujourd'hui en très peu de temps, puisque c'est en 2 heures. Quels impacts pour la société, pour les entreprises et pour nos métiers que l'émergence de l'intelligence artificielle. On va donc essayer de répondre à ces questions avec l'ensemble des invités que je vais vous présenter. Il y a d'abord
d'abord en premier sur la droite, Paul Labrogère, directeur de programme transport autonome à l'IRT, donc Institut de recherche technologique systémique, qui vous racontera ce qu'il fait notamment autour du véhicule autonome, qui est en gros la première vraie application future de l'intelligence artificielle. À ses côtés, Marc Schonauer, directeur de recherche à l'INRIA, ex-président de l'Association française pour l'intelligence artificielle. Et c'est important également, et on questionnera Marc là-dessus, membre de la commission Villani sur l'intelligence artificielle, puisque le gouvernement réfléchit beaucoup à ces questions en ce moment. Ensuite, Étienne Klein, directeur de recherche au commissariat de l'énergie atomique, philosophe des sciences et professeur à l'école centrale. Et enfin, quelqu'un de chez vous, Olivier Grabetz, directeur général adjoint de RTE en charge du pôle prospective, expertise et solutions. Alors, je vais vous donner rapidement le programme avant de leur laisser la parole à tous les quatre. En gros, effectivement, je vous le disais, 2 heures, c'est court. On va d'abord essayer de poser une question assez spécifique à chacun des invités, qu'ils puissent y répondre pendant 10-15 minutes. Et ensuite, on abordera une phase de table ronde, une discussion assez ouverte, puisque vous l'avez compris, le sujet est très large. Et enfin, on vous invite à poser des questions. Vous en avez déjà posé beaucoup, je crois, sur la plateforme, dont le lien est indiqué ici. Et on essaiera d'y répondre. Peut-être pas à toutes, en tout cas pas à toutes aujourd'hui, mais on essaiera d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bien sûr, il y a des micros aussi qui se baladeront dans la salle. Donc voilà, on va commencer tout de suite à présenter peut-être ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que si je faisais un test là aujourd'hui dans la salle, qui saurait la définir? Moi pas, en tout cas. Donc je vais demander à Étienne Klein de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr, pour nous donner sa vision de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je regarde l'heure parce que voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je remercie Antoine Marot pour son invitation. En fait, il est la seule cause de ma présence. Ma présence n'est pas due au fait que j'aurai quelques compétences que ce soit en intelligence artificielle, mais c'est un ancien élève et il m'a proposé d'intervenir dans cette discussion, ce dont je me réjouis. En fait, pour dire la vérité, dans mon laboratoire à Saclay, on commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet, mais je n'ai pas l'expertise de ceux qui vont parler après moi. La première remarque que je pourrais faire, c'est que le statut qu'on lui donne dans les textes qui lui sont consacrés, qui sont parfois très catastrophistes, parfois très utopistes, parfois très positifs, c'est que à l'heure actuelle, il me semble que l'intelligence artificielle est le statut de ce que les Grecs appelaient un pharmacone, c'est-à-dire une sorte de médicament. Si on en prend un peu de façon intelligente, entre guillemets, alors c'est un remède à certains maux. Et si on en prend trop, de façon désordonnée et inintelligente, alors ça peut être au contraire un poison. Et il me semble que dans les débats, tels que j'ai pu commencer de les suivre, il y a une première ambiguïté qui est une ambiguïté de vocabulaire ou plutôt de traduction. C'est-à-dire que le mot intelligence artificielle est un mot qui vient de l'anglais, et le mot intelligence en anglais, c'est pas exactement le même mot que intelligence en français. Et quand on entend intelligence artificielle en français, on pense que c'est une intelligence au sens français du terme, qui est produite de façon artificielle, alors qu'historiquement en anglais, intelligence, c'est la gestion de données, qui est pas du tout la même chose qu'une intelligence qui sait ce qu'elle fait lorsqu'elle réfléchit. On attend d'une intelligence, par exemple, qu'elle nous dise comment elle a compris ce qu'elle a compris. Et donc ça va bien au-delà de la gestion de données. Et il me semble que du coup, ça fait porter au mot en français et en France, en tout cas, un sens et une portée qui vont au-delà du sens qu'on a pu lui donner initialement. Alors ça me conduit à 2 premières remarques qui pourraient lancer la discussion. Et ensuite, je parlerai de la façon dont l'intelligence dite artificielle et le big data, notamment, changent le métier de physicien. Alors, la première remarque, c'est que l'intelligence artificielle, si on met de côté la petite remarque sémantique que je viens de faire, en fait, elle porte bien son nom. Elle n'est qu'une intelligence fabriquée au moyen de techniques informatiques, de sorte que rien ne permet de penser qu'elle soit elle-même pensante. J'ai une discussion dans une émission de radio avec Yann Lequin sur cette question. Il a une réponse, une position sur cette question qui a un peu oscillé, donc je pense qu'on pourra en reparler. Pour doter les machines d'une pensée autonome, analogue à la pensée humaine,
il faudrait déjà comprendre en détail les mécanismes de cette dernière, ce qui est loin d'être acquis, et aussi en donner une définition qui soit à la fois opératoire et exhaustive et non pas spécialisée. Chacun comprend que classer des milliers de photographies mieux et plus vite que n'importe quel humain est une chose, mais qu'inventer des concepts, les associer les uns aux autres, est une autre chose. La seconde remarque tient en ce que les techniques de l'intelligence artificielle, telles que le deep learning ou les réseaux de neurones, fonctionnent comme des boîtes noires. Lorsque je vois un chat et lorsque je reconnais aussitôt qu'il s'agit d'un chat, j'effectue une opération qui n'est pas de même nature que celle d'un logiciel d'intelligence artificielle. Lui constate que l'objet qui lui est présenté ressemble à d'innombrables autres chats dont on lui a préalablement fourni les images pour l'entraîner, mais sans que quiconque puisse déterminer comment il effectue ce constat, ni indiquer quelles sont les ressemblances qui font tilt pour lui. Il est donc difficile pour l'instant d'imaginer que l'intelligence artificielle puisse élaborer des théories physiques, et encore moins, si d'aventure elle le pouvait, que celles-ci puissent être intelligibles. Et donc, dans le débat, j'imagine qu'on va parler des aspects sociaux, notamment des robots et d'autres choses liées au big data, mais je voulais parler un peu de physique quand même, puisque les physiciens, depuis assez longtemps, ont abandonné l'idée de causalité, comme vous savez, à cause de la mécanique quantique, à cause de la physique statistique. Et on pourrait dire que la notion de causalité s'est dissoute dans la notion de loi physique. Car on ne dit plus les corps tombent à cause de la gravitation, on dit qu'ils tombent selon les lois de gravitation. C'est-à-dire qu'il y a une loi physique qui décrit des comportements sans qu'on puisse dire quelle est la cause et quel est l'effet. On organise simplement un séquencement de ce qui va apparaître dans un phénomène selon une loi mathématique qui peut être identifiée. Et ce principe de causalité, donc, est resté en physique, non plus en faisant référence à l'idée de cause, mais en disant simplement qu'on ne peut pas modifier le passé. Hein, la causalité, c'est ça, le passé ne peut pas être modifié, et le seul fait de dire cela a des contraintes en physique qui sont tout à fait spectaculaires. Le temps ne peut pas être cyclique, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée, l'antimatière doit exister, etc. Ça, c'est des conséquences du principe de causalité en physique. Ensuite, il y a les questions, mais quel est le statut des lois physiques ? Quand on entend parler du Big Bang ou de l'origine de l'univers, on le fait toujours en invoquant des lois physiques, sans jamais interroger leur statut par rapport à l'univers. Est-ce que les lois étaient déjà là ou pas ? Est-ce qu'elles sont transcendantes ? Est-ce qu'elles sont immanentes ? Est-ce qu'elles sont dans l'univers ou hors de l'univers ? Enfin, il y a toutes sortes de questions qui sont des questions métaphysiques. Il n'est pas certain qu'on y répondra un jour, mais de temps en temps, il est important de les rappeler pour comprendre de quoi on parle. Et avec l'arrivée du Big Data, la question s'est complexifiée, notamment après l'apparition d'un article en 2008 par un philosophe des sciences qui s'appelle Chris Anderson, dans une revue qui s'appelle Wired. Et la question qu'il pose, et même pas une question d'ailleurs, il affirme que bientôt, la théorie en physique, va disparaître. Et l'argument qu'il donne, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire parler le réel par des données qui sont très nombreuses, et si on arrive à bien les faire parler, alors on pourra comprendre le réel sans avoir à théoriser sur lui. Les lois vont sortir du réel par le biais des nombres que la nature veut bien nous donner, sans qu'on ait besoin préalablement de théoriser à propos du réel. Alors la question c'est est-ce qu'il a raison ? Et je voudrais donner deux arguments qui disent que non, il a tort, et puis un argument qui dit que peut-être il a raison. Alors, comment est-ce qu'est née la physique moderne ? Sans refaire un cours complet avec Galilée, Galilée est le premier à comprendre qu'une loi physique peut contredire les données. Enfin, les données, disons l'observation. Quand vous faites tomber des corps de différentes masses, vous voyez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. En fait, c'est pas si simple, parce que si vous mettez un parachute à un corps lourd, il peut tomber moins vite qu'un corps plus léger. Donc c'est compliqué, mais on a envie de penser que plus un corps est lourd, et plus il tombe vite. C'est ce que montre en tout cas une observation brute du phénomène. Et Galilée est le premier à dire, à partir d'une expérience de pensée que j'ai pas le temps de raconter, que si c'était vrai, ça conduirait à des conséquences absurdes dans certaines situations. Et pour échapper à ces conséquences absurdes, il postule
dans un geste théorique, que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. C'est la première loi de la physique moderne, la loi de la chute des corps, qui est toujours vraie, à condition évidemment qu'on précise dans le vide ce que fait Galilée. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas si vieux, mais au XVIIe siècle, on discutait l'existence du vide. Donc le vide était une question, est-ce qu'il existe ou pas? Et Galilée dit, dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse et cette loi ne peut pas être observée. Et à l'époque, il n'y avait pas de données. On était incapable de mesurer la vitesse de chute d'un corps. Et donc la première loi de la physique moderne, la première loi mathématique, est apparue sans données. Simplement à partir d'une expérience de pensée que Galilée a pu faire. Maintenant, vous reculez le temps de 3 siècles, on arrive à Einstein. Il y a un siècle à peu près, il a publié, c'est en 1915, une nouvelle théorie physique, la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qui est la théorie qu'on utilise en 2018 pour faire de la cosmologie scientifique. Quand on regarde l'univers à grande échelle, et même jusqu'au mur de Planck, eh ben on utilise les équations d'Einstein, puisque à grande échelle, c'est la gravitation qui est dominante. Donc ça veut dire que toutes les données, au sens de big data, que nous avons recueillies au XXe siècle, par le biais des satellites, par le biais des télescopes, sont des données dont aucune n'a pu contredire les équations d'Einstein. Or, quelle était la connaissance qu'on avait à l'époque d'Einstein de l'univers physique? Réponse, aucune. Aucune. On ne savait pas que l'univers était en expansion. On ne savait pas qu'il existait d'autres objets dans l'univers que les étoiles, les planètes et les comètes. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On ne connaissait pas les forces nucléaires. On venait à peine de découvrir l'existence de l'atome. On ne connaissait rien. On ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre, par exemple. On ne savait rien sur l'univers. Alors la théorie d'Einstein, qui est une théorie qu'il a pu élaborer à partir d'une expérience de pensée, c'est-à-dire sans faire d'expérience réelle, en imaginant, c'était en 1907, il rentrait de déjeuner, il s'assied sur son tabouret à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, et là, il le dira plus tard, il a l'idée la plus heureuse de sa vie, c'est-à-dire il comprend qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas son poids. C'est pas vraiment une découverte, il a simplement pris au sérieux la loi de Newton, et il a mis son corps en scène dans une expérience de pensée. Qu'est-ce que je ressentirais si je tombais? Alors c'est une expérience de pensée, parce que si on fait la vraie expérience... Bon. Et il a compris que s'il tombe, en fait il a compris, tout le monde aurait pu le comprendre à sa place. Il a compris que lorsqu'il tombe en chute libre, n'importe quel objet qui tombe avec lui, tombe comme lui, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Donc par rapport à lui qui tombe, les objets qui tombent sont en apesanteur. Ils sont en lévitation par rapport à lui. Et donc il comprend qu'il y a quelque chose de bizarre, puisque la cause de la chute, c'est la gravitation, et le fait de subir la chute produit un effet qui annule sa cause, puisqu'on est en apesanteur. Donc l'accélération induite par la gravitation annule la gravitation. Et c'est cette simple réflexion qui l'a amené à ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui va l'amener, 8 ans plus tard, à élaborer une nouvelle théorie de la gravitation, dans laquelle celle-ci n'est plus une force, mais une déformation de l'espace-temps. Et il l'a fait sans aucune donnée. Il l'a fait à partir des conséquences qu'il a pu tirer d'une expérience de pensée qu'il a faite. Et donc, et vous savez que les ondes gravitationnelles qu'on a détectées en 2016, pour la première fois, sont des ondes qu'il avait prédites dès 1916. C'est-à-dire que le fait d'avoir la bonne équation pour décrire l'espace-temps, disons, courbé par la matière qu'il contient, a permis de prédire des phénomènes physiques très difficiles à détecter, mais qu'on a fini par détecter parce qu'ils étaient calculés grâce à la théorie. Autrement dit, on n'aurait pas pu voir les ondes gravitationnelles si la théorie d'Einstein n'avait pas prédit et caractérisé très précisément leur existence. On pourrait dire la même chose du boson de Higgs. Si on n'avait pas eu les équations, on ne l'aurait jamais trouvé. On l'a trouvé parce que les équations nous ont permis de le connaître, théoriquement, puis, dans les expériences, de le reconnaître. Mais reconnaître, ça suppose déjà de connaître.
Et donc la question qui est posée aux physiciens aujourd'hui, et c'est la suite de l'article de Chris Anderson que j'évoquais, c'est est-ce que, si on avait toutes les données, on pourrait retrouver les équations d'Einstein? Alors Einstein lui-même, à qui on n'a jamais posé la question, aurait répondu non. Parce que Einstein dit que la grande erreur des philosophes des sciences du XIXe siècle, c'est d'avoir cru à l'induction. C'est-à-dire d'avoir cru qu'en observant les choses, les régularités, etc., on pourrait en inférer des lois qui seraient les bonnes lois. Et Einstein a pensé que c'était ça l'erreur. Pour trouver les lois, il ne faut pas regarder le réel, il ne faut pas le faire parler. Il faut faire fonctionner sa tête. Il faut réfléchir, il faut inventer des concepts, il faut problématiser les concepts qui existent, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait retrouver les lois d'Einstein à partir des données? Et on a envie de répondre non, évidemment. Mais récemment est paru un article rédigé par une équipe anglaise qui a enregistré les données d'un système constitué de 2 pendules connectés l'un à l'autre. Donc il y a un premier pendule qui oscille, on le couple à un autre pendule, ça fait un système chaotique. Et on enregistre les positions et les vitesses dans toutes les configurations possibles de ce pendule. Et l'article prétend, alors ça reste à confirmer en regardant en détail, mais prétend qu'ils ont pu retrouver, à partir d'un logiciel naïf, comme ils disent, d'analyse de données, ils ont pu retrouver les invariants de la mécanique. C'est-à-dire la conservation de l'impulsion, et puis la proportionnalité entre la force et l'accélération, comme Newton l'avait énoncé auparavant. Alors j'ai quelques doutes quand je lis le papier, parce que pour dire que le logiciel a retrouvé F égale M fois l'accélération, il faut déjà qu'il ait l'idée de l'accélération. Enfin, je me demande si dans le logiciel, on l'a pas un peu aidé à sortir le résultat attendu. Enfin, en tout cas, la question est ouverte. Et je n'ai pas la réponse, c'est juste une ouverture. Simplement, ce que je vois, moi, en tant que, pour le coup, lecteur de journaux, c'est les ravages que produisent dans notre compréhension des phénomènes notre méconnaissance des lois et de l'épistémologie de la statistique. Enfin, en gros, les big data vous permettent d'identifier des régularités de comportement sur les indices boursiers, la circulation, les habitudes des consommateurs, la météo, etc. Et à partir de ces régularités, vous inférez des lois générales. Et avec ces lois générales, vous prédisez le futur, ce qui est correct, à la condition que le futur ressemble au passé. Et donc, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, la première victime de cette tendance que nous avons de considérer comme universelle des lois qui ne sont que générales, c'est le PSG. L'an dernier, il gagne 4-0 au match aller. Il regarde dans les tablettes. Jamais une équipe qui a gagné 4-0 n'est remontée au match retour. Donc la veille du match retour, ils ont fait je sais pas quoi et ils ont pris 6 buts. D'accord ? C'est les premières victimes d'une lecture un peu naïve du big data. Et tous les jours, vous voyez des articles dans lesquels les corrélations que montre le big data sont interprétées comme des causalités. Il y a des gens qui seraient prêts à vous dire s'il y a des grenouilles après la pluie, c'est qu'il a plu des grenouilles. D'accord ? Ou qui seraient prêts à suivre Coluche qui disait n'allez jamais à l'hôpital, on y meurt beaucoup plus que chez soi. D'accord ? Il y a un article qui est paru il y a une semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a fait beaucoup de bruit parce que l'auteur, justement, à partir de la corrélation observée sur un petit échantillon, ce qui est d'ailleurs problématique, selon lequel les femmes qui auraient un grand QI auraient moins d'enfants que la moyenne, en tire toutes sortes de conclusions qui montrent qu'il a confondu une corrélation douteuse avec une loi causale. Et ça, c'est gravissime parce que ça peut prêter à toutes sortes de manipulations des données, justement. Et je pense que si l'intelligence artificielle a la vocation de se répandre dans nos vies et dans nos métiers, alors il faut faire une véritable pédagogie de la statistique, sans quoi on risque d'être très fortement manipulé. Pour finir, une petite anagramme. L'intelligence artificielle, j'en ai trouvé 2. Ça donne d'une part l'interface, l'illicite génie, et une autre qui est peut-être plus parlante. Ici finit l'étincelle allègre.
Je vous remercie pour votre attention. Merci. Étienne Klein, le seul qui soit capable de résumer un grand cours de physique en un quart d'heure et de passer de Galilée au PSG pour nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, ou ce qu'elle n'est pas, d'ailleurs, peut-être. On en reparlera. Marc Schonauer, maintenant je vous invite à rejoindre le pupitre. Marc, donc je le rappelle, qui participe notamment à la mission dirigée par Cédric Villani autour de l'intelligence artificielle. On est sur des applications plus concrètes, plus politique. Le gouvernement a appelé un nombre d'experts à faire des recommandations en ce qui concerne une politique française ou européenne d'ailleurs autour de l'intelligence artificielle. Le rapport n'a pas été publié, mais Marc, je crois que vous acceptez quand même de nous donner quelques-unes de vos recommandations. Mais vous le répétez à personne. Bonjour. Bonjour. Je suis impressionné par la foule et je ne sais pas quelle foule il y a à Toulouse et Aurillac, mais ça fait encore plus gros. Juste rebondir sur un point en introduction. Apparemment, cette série d'exposés adresse des choses qui sont lointaines, peut-être pour vous. Alors là, je vous préviens tout de suite, l'intelligence artificielle est là. Elle n'est pas lointaine, même si vous n'avez pas l'impression. Elle est là dans votre vie professionnelle et dans votre vie quotidienne. Donc c'est important, comme disait Étienne Klein, de se préparer, non pas à son arrivée, mais aux conséquences qu'elle va avoir. Alors, on a parlé de définition de l'intelligence artificielle. Donc, alors, je vais parler un petit peu de la mission Villani, mais une des choses qu'on s'est dites, c'est que on n'allait pas essayer de la définir, l'intelligence artificielle. Bon, alors en fait, on va être obligé de commencer par une définition, mais il n'y en a pas qui est très satisfaisante, et c'est une définition qui est glissante. Moi, j'aime bien dire, l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à faire aux machines ce qu'elles ne savent pas encore faire. Évidemment, une fois qu'on les a fait, c'est plus l'intelligence artificielle. Donc, voilà pour une non-définition de l'intelligence artificielle. Un dernier point peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, par rapport par exemple, la prédiction de lois physiques. Je ne vais pas entrer dans le débat pour savoir si c'est vraiment prédit, s'il y avait des indices qui ont été subrepticement donnés par les programmeurs, ce qui est probable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le programme qui a fait ça, il ne sait faire que ça. D'accord ? Il ne sait pas jouer au ping-pong, il ne sait pas prédire si vous allez avoir le cancer ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite. Et aujourd'hui, il y a des tas d'exemples de ce genre de programme. Mais par contre, on est très 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 loin de quelque chose qui serait exhaustif, et le mot a été prononcé, donc qui serait une intelligence artificielle générale qui pourrait éventuellement être consciente d'elle-même, pour reprendre ce qui a déjà été dit. Bien, donc ceci, on en discutera sans doute tout à l'heure. Je vais plutôt vous parler de la mission Cédric Villani, sachant que dans les thèmes évoqués dans cette mission, il y a tout un tas de domaines différents, dont les impacts sur la société, qui étaient à l'écran tout à l'heure, qui sont, je crois, le point important ici aujourd'hui. Donc, le 8 septembre, le Premier ministre a confié à Cédric Villani une mission pour rédiger un certain nombre de recommandations et de préconisations pour une stratégie française pour l'intelligence artificielle. Alors, comme l'a dit Sidonie, je précise tout de suite, à chaque fois que dans la lettre de mission il y a France, il y a aussi France dans l'Europe ou France et l'Europe. Donc c'est une stratégie pour la France et l'Europe, sachant qu'évidemment le gouvernement peut faire des choses au niveau de la France plus facilement qu'au niveau de l'Europe. Bien, donc et cette feuille de route aussi précise que les préconisations doivent viser à renforcer la position de la France et de l'Europe économiquement, scientifiquement, etc., au niveau de l'intelligence artificielle, mais doit aussi s'assurer ou essayer de minimiser les impacts négatifs de l'intelligence artificielle sur la société et s'assurer que personne n'est laissé derrière. Et à chaque fois aussi que les deux aspects sont toujours présents simultanément. Les préconisations peuvent être de tout ordre, législatif, réglementaire, culturel, administratif, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très vaste. Alors c'est très vaste, et la date limite qui était donnée, c'était fin janvier. Donc vous avez remarqué qu'on est en février, et que donc on aurait dû avoir fini. Mais évidemment, l'amplitude du sujet fait qu'on n'a pas du tout fini, surtout qu'on est quand même moins d'une dizaine
à s'occuper de ça vraiment. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que le calendrier a été légèrement modifié. Nous avons rendu, comme l'a dit Sidonie, un premier jet qui a encore beaucoup de trous et qui a aussi énormément de choses qui demandent à être précisées. Donc même si vous avez la main sur quelque chose que vous n'auriez pas dû lire et qui est le premier jet, puisqu'il ne doit pas être public, de toute façon, il est amené à changer, probablement pas fondamentalement, mais on ne sait pas. Et à changer pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des allers-retours avec l'administration, les ministères, les cabinets. Bien. Excusez-moi. Donc, sujet très vaste. Et heureusement, ne partez pas de rien. Donc vous avez certainement tous lu des rapports préexistants à la mission, le rapport de Francia qui a déjà été mentionné, le rapport de l'OPEX, des rapports à l'étranger, il y a eu avec Obama ou des rapports en Angleterre régulièrement. À Stanford fait une initiative 100 ans, enfin ici pendant 100 ans, le même groupe, peut-être pas le même groupe, mais un groupe glissant va se réunir pour faire l'état des lieux et préconiser des choses aussi. Donc il y a énormément d'initiatives un petit peu partout. Donc comment avons-nous procédé ? Nous avons procédé évidemment par la lecture de tous ces rapports, enfin peut-être pas tous parce qu'on ne les a pas forcément tous eus, et par des interviews ciblées sur des sujets très particuliers, d'une dizaine, une douzaine de personnes qui chacun nous racontait ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire, et d'après ses propres expériences. Donc c'était des interviews sur politique de la donnée, formation, santé, écologie, recherche, politique industrielle, transport, etc. Voilà. Et puis ensuite, le boulot, c'est effectivement de ramener ça à quelques préconisations, enfin quelques, il y en aura quand même plusieurs dizaines, voire une petite centaine, puisque ça touche donc l'ensemble des domaines. Et alors, nous avons réparti ça en 5 grands axes, enfin 5 ou 6, comme on veut. Le premier double étant renforcer l'écosystème français et européen, et en particulier par la politique de la donnée. C'est en ça qu'il est double. Donc le deuxième, c'est la recherche. Le troisième, c'est impact sur le travail et politique de formation. Le quatrième, c'est pour une intelligence artificielle écologique et soutenable. Et puis, le dernier, grand axe, c'est donc quelle éthique pour l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer rapidement de balayer ça, sachant qu'il s'agit évidemment d'identifier les problèmes et de proposer des solutions. Donc, le premier grand enjeu, c'est l'enjeu des données. Alors, ça a été mentionné. Déjà, je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler d'intelligence artificielle à cause des succès énormes qui ont été remportés donc dans le domaine du big data. Donc, on a parlé de reconnaissance d'images, etc., où il faut des millions d'images de chats, par exemple, pour ensuite être capable de reconnaître un chat sans trop d'erreurs. Alors, j'espère qu'on en reparlera. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est pas que ça. Donc, comme Sidonie l'a dit, moi j'ai été chercheur en intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi d'autres techniques qui s'intéressent au problème de small data. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on a quelques échantillons de génome d'Australopithèque ou des choses comme ça. Donc, c'est pas uniquement des données massives. Mais aujourd'hui, la révolution en intelligence artificielle provient des données. Donc, il est très important de définir une politique des données ou de la donnée, alors je ne sais même pas ce qu'il faut dire, qui permettent à la France et à l'Europe donc de garder le leadership de garder ou de récupérer ou de rester dans le groupe de tête de développement intelligence artificielle, tout en préservant les acquis sociaux, par exemple, qu'il y a en Europe et qu'il n'y a pas forcément dans le reste du monde. Alors de nouveau, une petite parenthèse. En général, on reste un petit peu discret, mais tout le monde sait que le reste du monde qu'il faut affronter, c'est évidemment les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et l'Europe au milieu, et pour l'instant un petit peu en arrière en termes d'intelligence artificielle. Et on va le voir en particulier au niveau de la donnée, c'est une des raisons qui fait qu'on ait un peu de retard. Donc, parce que excusez-moi, le problème des données, c'est que tout le monde sait comment se comportent les grandes plateformes Google, Facebook et d'autres, et leur équivalent chinois. Ils collectent les données, donc, d'accord. Si ils vous offrent quelque chose
et que c'est gratuit, c'est que la valeur, c'est vous, c'est vos données, c'est la manière dont vous parcourez leur plateforme. Et donc, tout ça, du fait qu'il n'y avait aucune régulation des données. Donc, vous savez certainement tous, sans doute, qu'au mois de mai prochain, il va y avoir le règlement général de protection des données, RGPD, qui va entrer en œuvre, qui est une grande avancée au niveau européen, justement, dans le cadre de préserver les données des citoyens. Alors, c'est une grande avancée, mais c'est aussi, il faut faire très attention aux effets négatifs que ça peut avoir, puisque ça pourrait limiter les usages qu'on fait de ces données. Et en particulier, donc, limiter l'innovation, limiter la recherche. Donc là, il faut, éventuellement, au niveau des réglementations qui accompagnent la RGPD, essayer de préserver donc suffisamment de degrés de liberté pour l'innovation et la recherche. Donc en particulier, au cas par cas, il faudrait par exemple autoriser l'ouverture de certaines données, alors qu'elles soient publiques. Au niveau public, il y a déjà dans le maire, il y a déjà des directives disant qu'il faut les ouvrir, mais même éventuellement pouvoir faire pression sur certains acteurs privés pour qu'ils libèrent leurs données et qu'ils les offrent à la communauté. Je vais juste prendre un petit exemple, c'est le TDM, donc pour le data mining des textes. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, mais qu'aujourd'hui, même s'il y a des textes qui sont en accès, alors soit en accès libre, soit vous avez payé normalement pour les avoir, vous n'avez pas le droit de faire des grandes campagnes de big data pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans et d'analyser un petit peu ce qu'il y a sans avoir demandé la permission. Donc là, il y a des exceptions reconnues pour la recherche et il faudrait probablement, et ça sera sans doute une préconisation, qu'on puisse avoir le même genre d'exception aussi pour l'innovation et pour des privés. Voilà, donc au niveau de la donnée, il y a des choses à faire. Une préconisation aussi, éventuellement, c'est qu'actuellement, pour faire des expériences à partir de données, il faut le consentement des gens, quand il s'agit de données personnelles, et on pourrait imaginer d'autoriser des choses du genre, comme le don du sang. Quand vous donnez votre sang, vous ne savez pas exactement pourquoi. Donc, il y ait des appels au peuple qui pourraient être très locaux au niveau d'une ville, etc., ou bien plus général, pour donner vos données pour telle ou telle bonne cause. Bien, donc ça, c'était au niveau des données. Au niveau, maintenant, de l'écosystème et plutôt au niveau économique, là, il s'agit d'essayer de pousser les entreprises françaises, en particulier les start-up. Et donc là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Alors, vous connaissez peut-être le label French Tech, d'accord, qui est très visible. On l'a vu à Las Vegas au dernier CES. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui a une bonne visibilité. Et donc, pour imaginer quelque chose qui est French Tech augmenté d'intelligence artificielle et de qualité. Il y a certainement des choses aussi à faire au niveau du très décrié crédit impôt recherche, en essayant aussi de favoriser peut-être plus spécifiquement les recherches en IA. Une chose qui est déplorée régulièrement quand on analyse le paysage des startups françaises, enfin, plutôt son historique, c'est le nombre de startups très performantes qui se sont fait avaler par des grands groupes, en général étrangers, et qui ont disparu. Enfin, qui ont disparu, pas pour tout le monde. Et donc, peut-être, là aussi, il y aurait quelque chose à faire au niveau d'un fonds souverain, donc qui serait donc public et qui servirait à protéger quelque temps au moins ce genre de start-up. Bien. Un autre levier possible aussi pour améliorer la compétitivité serait d'utiliser la commande publique. L'administration, en général, dépense un certain nombre de millions, ou de centaines de millions même, à acheter des logiciels. Et en général, on est entre nous, ils sont assez frileux et n'achètent pas forcément les dernières applications intelligence artificielle qui, s'ils les achetaient, aideraient en particulier à soutenir les startups. D'autre part, il y a des politiques préférentielles, de préférence, alors je ne vais pas oser dire préférence nationale, mais de préférence européenne, qui pourraient être appliquées mais qui ne le seront jamais, telles quelles, alors qu'il y a aux États-Unis un Buy American Act, c'est-à-dire que les administrations américaines doivent acheter américain, mais apparemment en Europe ce n'est pas possible, puisqu'il faudrait une unanimité, qu'il y a quelques acteurs qui préfèrent garder le soutien américain.
Donc il n'y aura pas de Buy European Act, mais on peut quand même mettre en place des mesures d'exception par rapport à ce genre de choses pour augmenter un petit peu le marché pour les startups européennes. Et enfin, donc, le dernier point au niveau économie, tous les secteurs vont être impactés par l'intelligence artificielle, mais nous avons décidé de mettre en avant 4 grands secteurs qui sont donc la santé, le transport, l'environnement et la sécurité-défense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les autres, bien sûr. Les mesures générales sont appliquées à tous les secteurs, mais là, il y aurait un effort à faire, en particulier pour développer des plateformes sectorielles qui permettraient d'avancer encore plus vite et de mutualiser les forces en France et ou en Europe. Alors, pourquoi ces 4 secteurs-là? Bon, la santé, essentiellement parce que le système français est unique au monde. Le système de santé français est unique au monde et permet d'avoir des données qui sont déjà centralisées. Alors que si vous allez en Allemagne, il y a quasiment chaque hôpital est indépendant et c'est absolument inimaginable d'arriver à centraliser quelque chose. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Et donc, à partir de ça, c'est un atout très clair. Il y a des efforts qui doivent encore être faits, par exemple au niveau de mutualisation, mais c'est en cours. Donc il y a vraiment une carte à jouer ici pour la France. Sécurité défense, là, nos atouts sont plutôt économiques, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez qu'on est grand exportateur d'armes, même si on peut le déplorer. Le transport, il y a également de nombreux atouts. Et alors, le transport, ça pourrait permettre de remettre en avant la dimension européenne, dans la mesure où nous avons des gros groupes de constructeurs en France et en Allemagne. Et l'axe franco-allemand en Europe est quelque chose qu'on a vu récemment le gouvernement vouloir mettre en avant. Enfin, l'environnement, bon, il y a peut-être moins d'arguments rationnels. Par contre, Make Our Planet Great Again est un bel argument politique. Et donc, c'est quelque chose, sachant qu'on a aussi quand même des infrastructures et des choses. Et en particulier, donc, faire une plateforme sur la prévision des risques serait quelque chose de vraiment bien. Je vais vous annoncer qu'il reste 5 minutes. Il y a 5 minutes, oh là là. Ouais. Bon. Sur le travail, notamment les implications sociales oui. liées à l'émergence de l'intelligence artificielle, puisque c'est peut-être là-dessus que le gouvernement, on va dire, alors justement, le plus sur les je vais faire une Français. Transition très rapide avec le travail, puisque, dernier chapitre économique, il faut faire que l'État soit exemplaire là-dedans. Donc c'est vraiment, il faut que l'administration elle-même se mette à l'IA sérieusement et montre l'exemple. Déjà, par exemple, pour faciliter avec des IA le passage l'accès aux services publics, dont nous savons que quelquefois ce n'est pas si facile. Bien, donc, alors, je ne dirai rien sur la recherche, puisque j'ai déjà trop traîné. Il y a beaucoup de choses à faire la recherche. C'est dommage parce que c'est évidemment le sujet que je connais le mieux en tant que chercheur. Donc on en parlera pendant la table ronde. Voilà, on en parlera pendant la table ronde. Donc maintenant, le travail. Alors, ça a déjà été évoqué ici. On entend ou on lit tout et n'importe quoi sur l'impact de l'IA sur le travail. On peut prendre des études très sérieuses. Certaines disent 47% des emplois vont disparaître ou être fortement impactés. D'autres disent c'est plutôt 10%. Bon. Et en fait, personne n'en sait rien, évidemment. On peut à peu près prédire quels sont aujourd'hui les emplois qui vont être impactés, qui vont être automatisés. Il y en a un certain nombre, ça c'est clair. C'est déjà commencé. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est savoir lesquels seront menacés demain et surtout, quels sont les nouveaux emplois qui vont apparaître. Alors, il ne faut pas non plus être trop naïf. Il y aura probablement quand même plus d'emplois qui disparaîtront que ceux qui apparaîtront, mais il y a quand même un tas d'emplois qui apparaîtront. Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer. Et ça passe par 2 choses. D'abord, diagnostiquer, puis ensuite, améliorer les procédures de formation. Donc, diagnostiquer, donc ça c'est une chose que sans doute on peut annoncer, la création d'un laboratoire ou observatoire public, forcément public, de la transformation du travail. Donc j'ai parlé de l'initiative Stanford pour 100 ans. Donc là, il s'agit de faire quelque chose qui est, pas pour 100 ans, mais pour l'éternité, bien sûr, qui chaque année ferait un rapport sur quels sont les métiers les plus menacés dans l'état actuel des choses. L'intelligence artificielle évolue très très vite et il faut vraiment refaire le diagnostic tous les ans, voire plus. Il faut également pouvoir expérimenter. Et ça, c'était quelque chose qui n'est pas trop dans la tradition française. Expérimenter,
Alors, il y a quand même des expériences dans certains territoires qui ont lieu, mais l'expérimentation, ça passe au niveau, par exemple, de la formation, autoriser les gens à prendre de la formation plus souvent. Par exemple, une expérience qui est en cours au Danemark, c'est les gens qui ont envie de se former à un métier qui n'est pas forcément celui proche de celui auquel ils avaient, peuvent partir pendant une longue période, 3 ou 6 mois ou 1 an, et pendant ce temps-là, un chômeur les remplace, sachant qu'à la fin, ils retrouvent leur boulot, même si c'est 6 mois ou 1 an, et par contre, le remplaçant peut mettre sur son CV qu'il a une expérience professionnelle conséquente avec ce travail. C'est pas un peu verre d'eau. Excusez-moi. Donc, ensuite, au niveau formation, donc il faut renforcer certains dispositifs qui existent. Alors, encore une fois, c'est sans doute pas la peine de créer de nouveaux dispositifs. Mais donc, il y a le crédit individuel de formation, où là, la charge de... Ce matin, je pensais même que je pourrais peut-être pas parler. Finalement, ça va. Si j'étais moins long, peut-être ça serait plus facile. Donc, oui, congé individuel de formation, où je dirais la charge de la preuve est sur le travailleur, c'est-à-dire que c'est chacun qui peut dire je voudrais me former à ça, mais c'est pas forcément, on peut imaginer que c'est pas forcément le citoyen qui va être capable de décider que maintenant il veut plus, il veut changer de métier complètement. Et donc, il faut aussi utiliser donc, le compte personnel formation, qui là est une initiative, je dirais, de son employeur, voire public. Et proposer donc de renforcer, par exemple, les points du CPF si on est dans un métier qui a été identifié à risque par l'observatoire, ou des choses comme ça. Alors, quelque chose aussi qui est important, c'est qui va financer cette formation. On peut imaginer qu'alors il y a, vous savez que c'est en cours, enfin il y a des discussions sur la formation continue en cours. Et en général, en France, la formation est financée en fonction de la masse salariale, par les entreprises en fonction de la masse salariale. Mais là, il faut quand même bien regarder quelle est la chaîne de valeur. Si une petite start-up de quelques dizaines ou quelques centaines d'employés met au point un logiciel qui va avoir comme conséquence qu'un constructeur automobile qui lui a 10 000 ou 100 000 employés, va être obligé de changer certains de ses métiers, etc. Aujourd'hui, c'est le constructeur automobile qui va ses profits diminuer, qui doit aussi payer la formation. Et donc là, il y a quelque chose de relativement illogique. Maintenant, c'est très difficile de déterminer exactement les responsabilités. Une des solutions qui a été proposée, c'est la taxe sur les robots, mais évidemment c'est quelque chose de contre-productif, puisque du coup, personne éventuellement voudra s'équiper. Et donc, ce que nous allons sans doute préconiser, c'est vraiment des discussions sectorielles, puisqu'en plus ça dépend de chaque secteur, mais pour essayer de tenir compte de la chaîne de valeur et de ne pas forcément taxer en fonction de la masse salariale. Voilà, donc globalement, il y a d'autres mesures sur lesquelles je vais pas parler. Donc l'écologie, je vais dire juste 3 mots, même si je suis déjà trop tard, c'est quand même important. 3 mots. 3 mots, voilà. Make our planet great again, ça fait 5. Non, je vais dire aussi que on pense à l'IA pour aider l'écologie, pour faire de la prévention des risques, etc. Mais on pense très souvent, on oublie de penser que l'IA elle-même est très peu écologique. Les calculs d'apprentissage, etc., qui font tourner des GPU, c'est horriblement énergivore. Alors, vous avez peut-être vu les chiffres, bon, je ne vais pas essayer de les citer de mémoire. La construction des chips et des CPU fait appel à des terres rares et des choses qui ont une durée, des réserves très très limitées dans le temps. Les data centers de tous les GAFA sont totalement, j'ai dit déjà, énergivores, à la fois par les communications et par le refroidissement des stockages, etc. Donc attention, on n'y pense pas. Et le fait de chercher, on recherche sur une IA frugale, est quelque chose qu'il faut absolument encourager. Et puis il faut faire aussi attention que, par l'IA ou pas, alors on verra peut-être au niveau du véhicule autonome avec Paul tout à l'heure, on
peut espérer des bénéfices, des diminutions de consommation, mais il faut faire attention à l'effet rebond. Et ça, c'est un problème sociétal important. Ah ben j'ai une voiture maintenant qui consomme presque plus rien, donc je peux rouler plus, ou je peux partir aux Bahamas en avion puisque je consomme moins, etc. Donc ça, c'est des choses malheureusement très très actuelles et qu'il faut absolument... et je ne dirais pas évidemment qu'il faut totalement libérer la donnée écologique, sachant qu'aujourd'hui la donnée écologique, ça vient évidemment de tous les capteurs de Météo France, de tous les capteurs de pollution, mais aussi, et on l'oublie quelquefois, de tous les capteurs qu'on met sur les voitures. Donc ça, je pense qu'on va en entendre parler. L'Internet des objets peut aussi servir à remonter de la donnée écologique et améliorer un certain nombre de choses. Et puis maintenant, un demi-mot sur l'éthique. Il grappille des mots. Hein. Ah bah oui, oui. Donc, non, mais c'est un problème. C'est parce que moi, j'ai mal géré mon temps. Encore une fois, j'aurais dû prendre une horloge. Donc, c'est parce que c'est un problème qu'il faut absolument pas laisser tomber. On a parlé tout à l'heure de est-ce qu'on sait expliquer. Donc, dans la loi et dans la RGPD, par exemple, ou dans la loi Le Maire, il y a le fait que toutes les décisions... D'abord, aucune décision peut être prise par un algorithme tout seul, sans la supervision humaine. Et toutes les décisions doivent pouvoir être expliquées. Alors, le problème, c'est que qu'est-ce que c'est expliquer ? C'est quelque chose qui est relativement subjectif. L'autre chose aussi, c'est les biais. Donc, j'aurais aimé en parler beaucoup plus longtemps. Mais les biais, hein, qu'ils soient de genre ou raciaux, etc., on a des exemples très célèbres d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont racistes, qui sont machos, puisque, pour le dire dans le bon sens. Et c'est essentiellement dû, non pas à l'algorithme lui-même, mais aux données qu'on lui a fournies pour apprendre. Donc il faut être capable de repérer les biais, de les corriger. Là aussi, c'est un axe de recherche très très important en ce moment. Il y a un programme d'ARPA qui s'appelle Explainable AI et qui s'intéresse aussi à ça. La question, c'est qu'il faut aussi éventuellement légiférer. Alors il y a déjà les lois en fait. On n'a pas le droit d'être ouvertement raciste ou de mettre un biais sur le genre. Par contre, c'est la charge de la preuve qui est difficile à faire, et donc probablement on va préconiser d'avoir des experts pour auditer les programmes avec collaboration volontaire obligatoire des fournisseurs des 10 programmes. Voilà. Et dernière chose, il y a un point qui est le 7e, alors j'espère que ça vous fera plaisir, c'est pas un des axes essentiels, mais c'est un axe qu'il faut absolument mentionner dans l'éthique, la mixité, alors qui n'est pas limité à l'intelligence artificielle, mais qui est un problème très très important pour tout ce qui est numérisation de la société. Donc, des mesures aussi pour avoir plus de femmes dans tous les niveaux. Ce qui est un vrai beau combat. Merci beaucoup, Marc Schanauer. Le constat est donc assez clair. Cette idée d'intelligence artificielle est plus que transversale, vu que tous les biais de la société ont été traités via vos recommandations. Merci d'avoir fait court, en tout cas, et on y reviendra très largement, parce que je vais laisser la parole à Paul Labrogère. On a beaucoup parlé effectivement de données, d'explosion des données, de gestion des données. Alors, du passage de cette gestion des données à la quête d'autonomie, c'est bien évidemment le transport autonome qui est le plus développé en la matière, qui fait rêver quasiment, puisque c'est l'application très positive de l'intelligence artificielle, et c'est ce sur quoi, Paul, vous travaillez notamment. Merci, Sidonie. Moi, j'ai quelques transparents que je vais essayer de vous passer. Je ne sais pas si on peut m'aider là-haut. Donc, je m'appelle effectivement Paul Labrogère. Je suis directeur du programme Transport Autonome à l'IRT Systemix. On me fait un signe, je crois. Ah voilà, super. Et merci beaucoup. Je suis également membre du comité de pilotage du plan NFI Nouvelle France Industrielle pour le véhicule autonome, et j'ai été rapporteur du groupe de travail sur l'application de l'IA dans le cadre de l'initiative Francia lancée il y a à peu près un an, début 2017. Donc merci à Antoine Marot, merci à toute l'équipe innovation d'RTE, merci à Louis Gravette pour l'invitation. Je vais très rapidement apporter quelques exemples de cas d'usage, surtout pour illustrer les défis technologiques auxquels on fait face autour du transport autonome, et essayer d'illustrer avec vous aussi quels sont comment est-ce que l'IA peut nous aider, et le cas échéant, quelles sont les limites auxquelles on peut être confronté. Je vais commencer
tout de suite par prendre un petit détour, c'est normal hein, par le transport, parce qu'on est sur un sujet qui est très médiatique et il y a énormément de confusion. Moi, j'entends souvent des gens effectivement qui nous font rêver, qui promettent des flottes de robotaxis qui viennent nous chercher en 2 clics de smartphone, avec des véhicules qui se croisent en toute fluidité sur des carrefours où il n'y a plus de feu rouge, ou des gens qui dorment ou qui travaillent en toute sécurité dans leur véhicule, et en même temps des experts qui vous promettent le Graal, le niveau 5 de la conduite automatisée pour 25 ans à peu près, c'est l'horizon qu'on donne. Et puis en même temps, des gens qui rentrent du CES et qui vous disent moi je comprends pas le véhicule autonome, je l'ai vu la semaine dernière, et il est là, il existe. Donc effectivement, il y a une grande confusion, une confusion qui est surtout liée au fait qu'on ne parle jamais d'un concept très simple qui s'appelle le contexte opérationnel. Donc ces véhicules, ils sont conçus pour effectuer un certain nombre de tâches, et nous en général dans l'industrie, on préfère parler de conduite automatisée plutôt que de véhicules autonomes. Vous pouvez acheter déjà des véhicules comme une Audi A8 ou une Tesla qui vont respecter le marquage au sol, c'est-à-dire pouvoir rester dans la ligne si ce marquage il est visible. Donc on voit tout de suite la limite d'un contexte opérationnel. Un jour de neige comme aujourd'hui, voilà, on peut se poser la question. Je ne mettrai pas en route l'autopilote Tesla aujourd'hui, sachant que là c'est aussi un exemple de confusion. Le terme autopilote, il renvoie à un concept de véhicule autonome, alors qu'en fait c'est surtout un ensemble d'aides à la conduite extrêmement sophistiquées qui vous permettent de conserver la distance avec le véhicule qui vous précède, qui va gérer cette vitesse, qui permet même dans certains cas d'engager des dépassements par simple activation du clignotant, ou qui vont vous permettre de respecter le code de la route, voire en embouteillage, de lâcher le volant, les pédales. Mais ce ne sont que des aides à la conduite et en aucun cas des véhicules autonomes. Ils sont en général pas beaucoup plus intelligents que ce que vous voyez sur la photo. Vous avez peut-être eu l'occasion de tester, il y a une navette Navia sur l'esplanade de la Défense il n'y a pas très très longtemps. Vous avez ici une photo que j'ai prise à Rungis, c'était à la fin de l'expérimentation de Transdev avec EasyMile sur le parc ICAD à Rungis. Donc ce sont des navettes qui sont capables d'effectuer des boucles sur des circuits assez précis. Vous apercevez peut-être au milieu de la route, on a installé des infrastructures pour éviter que ces navettes soient doublées par des voitures, parce qu'elles ont des capteurs sur les côtés, elles sont extrêmement prudentes, et donc si jamais vous doublez la voiture, la navette s'arrête. Donc vous apercevez aussi sur la route, vous voyez un camion de livraison qui est mal garé et qui va donc empêcher la navette d'avancer. Donc il y a tout. Voilà, le contexte opérationnel, c'est ça. C'est quel est le circuit pour lequel l'engin et le système a été pensé. Et ça me semble extrêmement important de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. À droite, vous avez une Zoé robotisée. On mène avec Renault et Transdev une expérimentation sur le plateau de Saclay. Là, c'est l'arrêt de bus qui est juste en face du site de l'Institut de recherche technologie de Systemix. Et cette Zoé robotisée, elle expérimente en fait. Finalement, ça se rapproche pas mal d'une navette parce qu'on va rouler sur un itinéraire très précis et surtout extrêmement bien cartographié. Il y a enfin un troisième sujet sur lequel on va bientôt voir un basculement, c'est le camion autonome. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes d'Uber Advanced Technology Group à San Francisco au mois de novembre. Ils ont des plans et ils sont en train de cartographier les principales autoroutes américaines. Donc sur de la longue distance, du camion autonome, c'est des choses qui vont arriver extrêmement vite. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec un exemple de cas d'usage. On travaille avec ici SNCF et Alstom et Systra autour d'un système de perception dans le cadre d'un cas d'usage train autonome. Vous avez à gauche une image où on voit qu'on a développé un modèle en fait d'apprentissage automatique qui permet de détecter et de classifier les feux de signalisation le long des voies ferrées. Au milieu, vous avez une image en fait issue d'un nuage de points avec un lidar, plus des images caméra avec aussi des données GPS qui permettent d'identifier les zones intéressantes. Vous avez à droite le cas d'usage concret entre Villeneuve-Montereau et Saint-Georges
Et ici, vous avez une représentation de la locomotive qui est utilisée. Les petits points verts, ça signifie qu'en fait, le lidar qui est utilisé en temps réel arrive à correspond exactement à l'image du lidar qu'on avait préenregistré. Et donc, on se sert de ça pour de la localisation ultra précise. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la perception, il y a beaucoup de recherches, on en reparlera peut-être avec Marc, mais la recherche sur la perception, c'est aussi être capable de deviner les intentions, d'être capable, au-delà de la perception d'un obstacle ou d'un objet, être capable de comprendre que, par exemple, un piéton qui arrive à côté d'une zone pour traverser la route, d'un passage piéton, c'est pas tout à fait pareil quand il a la tête plongée dans son smartphone et qu'il est en train d'écrire un SMS. Donc comprendre ce contexte-là, c'est extrêmement important. Il y a des sujets vraiment durs encore sur la perception. Je reviendrai tout à l'heure, mais pour faire ce travail ici, je n'ai pas tellement le temps de rentrer dans les détails, mais la construction du jeu de données qui nous permet d'entraîner notre réseau de neurones, c'est extrêmement complexe parce que vous imaginez que si on repose uniquement sur des données qui sont prises sur les essais réels, déjà que ça coûte affreusement cher de faire tourner un train pour faire ce genre d'essai, et ensuite c'est extrêmement difficile d'avoir un panel représentatif de conditions. Donc on a été obligé de passer par un dispositif sur des essais, un dispositif fixe en fait, un feu clignotant fixe qui est contrôlable et qu'on filme en continu pendant plusieurs mois pour avoir ces données qui nous permettent d'entraîner notre réseau de neurones. Mais là, on rentre dans une situation où ces données, il y a un biais par rapport à la réalité, c'est qu'on a l'absence du mouvement. Donc là, on va utiliser la simulation pour pouvoir rajouter en fait l'effet du mouvement sur ces données. Et ensuite, on pourra aller valider nos algorithmes sur des essais réels. Alors, hop. Hop. Ah voilà. Hop. Alors, je vais illustrer ici une autre difficulté. On parlait beaucoup d'explicabilité. Tout à l'heure, on a mentionné le terme, le challenge de la DARPA de cette année. Vous avez sur cette planche, en bas à droite, une représentation des capteurs du véhicule. Ici, je vous disais que la conduite sur autoroute est plutôt bien maîtrisée. C'est vrai. Néanmoins, comme tous les conducteurs, vous devez être amené à faire face à des situations complètement imprévues. Et donc, ce qui est très difficile, c'est de valider ces fameux systèmes autonomes. Et donc, vous avez ici en bas à droite un exemple, l'image avec le modèle du radar. Et on va pouvoir injecter des fautes dans le système, par exemple introduire une erreur au niveau ou une panne du radar et vérifier que le code de la conduite automatisée enclenche correctement une mise en sécurité telle que c'est prévu par le système. Vous avez en haut, c'était en bas à droite et en haut à gauche, l'inverse, en haut à droite, vous avez des images qui représentent la variabilité. C'est-à-dire qu'on va prendre un cas très difficile. Aujourd'hui, les cas difficiles, c'est les rampes d'accès à l'autoroute, c'est les ronds-points, c'est tous les endroits où les insertions ici sur une autoroute, tous les endroits où finalement vous avez un peu un échange implicite entre les conducteurs. Et ça, c'est extrêmement difficile à reproduire. Et donc, on va, à partir d'un scénario tout simple comme ça, on appelle ça insertion sur autoroute, on parle de cut-in ou de queue de bouchon, de queue de poisson. On va faire varier l'ensemble des paramètres. Ici, c'est la courbure de la route, c'est la vitesse des différents véhicules, des différents acteurs. On va faire varier les conditions climatiques. Et à partir d'un simple scénario fonctionnel de très haut niveau de type insertion sur autoroute, vous pouvez générer des milliers de cas tests. Et des gens comme Google ou la filiale Waymo de Google, qui aujourd'hui, on peut le dire, est parmi les plus avancés sur ces sujets-là, fait rouler, on estime, d'après ce qu'ils veulent bien nous dire, environ 25 000 petites Waymo virtuelles tournent en permanence sur les data centers de Google. Ça représente 13 millions de kilomètres par jour, équivalent de kilomètres parcourus par ces 25 000 Waymo virtuels. Et ça pompe quand même 1% des ressources de tout Google. Donc c'est juste énorme. Et ça, c'est pour
pour combiner les données qui sont acquises sur des pistes contrôlées avec de la simulation sur des scénarios qui sont compris, où on sent qu'il y a le véhicule rencontre un problème au travers de roulage physique. Donc vous voyez qu'il y a une espèce le point difficile aujourd'hui avec le véhicule autonome, c'est démontrer la sûreté de fonctionnement, c'est démontrer la safety, et c'est là-dessus que des industriels dépensent des fortunes. Personne ne sait comment faire, et il y a un triptyque entre la simulation, les essais maîtrisés et les essais en route ouverte. Et donc on travaille pour aider nos partenaires, Renault, Valeo, PSA, à travailler ensemble pour mettre au point cette méthodologie. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste mentionner à titre d'exemple que dans le transport, il n'y a pas que le véhicule, il y a aussi les systèmes de transport. Donc là, on a travaillé avec RATP, avec Renault, sur la mise au point plutôt vous avez une visualisation de l'affluence sur un quartier donné, ou par mode de transport, par pas de temps, par station, vous êtes capable de visualiser. En fait, vous avez une carte de chaleur avec le flux de voyageurs, ce qui permet de s'adapter, qui permet aux opérateurs ou aux utilisateurs de s'adapter en cas de perturbation ou en cas de crise. On travaille également ici avec Île-de-France Mobilité, enfin le STIF, peut-être vous connaissez sous ce nom-là, le STIF SNCF, sur ici, vous pouvez sélectionner donc calendrier une date et vous allez pouvoir avoir une prédiction en fait des entrants sur une station donnée. Et puis là, les courbes en couleur, on compare quelques algorithmes de machine learning. Je fonce un petit peu, mais vous avez ici sur cette planche ce que le groupe de travail a ressorti à la fois dans la dimension véhicule, qui est relativement classique, les challenges pour le transport autonome sur lequel l'intelligence artificielle peut nous apporter. Donc on a parlé de la perception, on a parlé de cet aspect sémantique, comprendre une scène plutôt que de juste détecter un obstacle. Il y a tout un tas de choses, mais qui sont relativement simples pour quelqu'un qui est à l'état de l'art. Par contre, la dimension système, elle est bien souvent oubliée, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on partage avec les ingénieurs ou les équipes R&D de RTE, c'est cette notion de système, cette notion d'avoir une approche globale, et le fait, par exemple, de travailler sur la validation du système autonome, ça, c'est un vrai verrou aujourd'hui, et donc on a parlé aussi de la mise au point des données pour les systèmes d'IA. Alors, j'en arrive à cette planche qui pour moi, permet de résumer un petit peu quels sont les grands challenges auxquels on est confronté aujourd'hui et comment l'IA pourrait nous y aider. Donc, je vous ai parlé de ce problème d'étiquetage des données. L'étiquetage des données pour mon train là, qui circule entre Villeneuve-Saint-Georges et Montereau, ça va occuper des dizaines de personnes à manuellement annoter ces données. Donc vous voyez qu'avec notre système, le système qu'on a mis au point, on peut annoter automatiquement les données sur le feu contrôlable. Et voilà, il faut réfléchir en permanence à des dispositifs qui vont nous aider à adapter en fait nos méthodes de travail aux besoins, à la disponibilité de grandes masses de données avec l'IA. Il y a aussi des sujets comme l'apprentissage par renforcement qui nécessite moins de données parce qu'on est sur des systèmes non supervisés. Il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui avec le Generative Adversarial Network. Je ne me lancerai pas dans une explication devant Marc aujourd'hui, mais bon, en gros, vous avez schématiquement, vous avez deux réseaux de neurones qui s'affrontent, l'un pour essayer de reconnaître un objet ou de réaliser une tâche, et puis l'autre qui va essayer de générer des modèles qui s'en approchent, mais qui va essayer de le tromper. Et en fait, on obtient des résultats assez incroyables avec ce type de technique. Et puis, pour moi, le problème numéro 1, c'est la robustesse, la mesure de la performance, et en gros, le problème de l'explicabilité. Parce que, encore une fois, moi, ce qui me motive tous les jours, c'est d'essayer de comprendre comment on va pouvoir engager une démonstration de la safety pour ce véhicule autonome, comment on va créer des plans d'expérience basés sur de l'expérimentation avec une variabilité des données.
Voilà, donc je voulais juste mentionner avec vous une initiative un peu... Il y a 8 instituts de recherche technologique en France. Hein, nous, on est le seul en région parisienne et on est le seul sur les systèmes et le numérique. Mais on s'est tous mis ensemble pour faire une proposition qui s'appelle Engage IA. L'idée, c'est de pouvoir faciliter le contact justement entre des propositions théoriques de chercheurs qui sont d'excellents niveaux en France et des experts industriels. Au travers, alors ici j'ai un exemple, hein. On a travaillé avec Forestia sur la mise en place d'un système qui permet de détecter le rythme cardiaque et la respiration d'un utilisateur. Vous avez des capteurs piézoélectriques dans un siège, et le problème c'est que dans la voiture on est dans un environnement très bruité. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien dans un lit d'hôpital, moins bien dans une voiture. Là, on propose un système un peu dual. On va mixer une approche traitement du signal avec une approche machine learning. Donc ça, c'est une preuve de concept qu'on a mis au point avec notre partenaire. Et donc, en gros, on est capable soit de mettre au point comme ça des preuves de concept, soit de travailler classiquement. Nous, ce qu'on fait dans notre institut, c'est de monter des projets R&D collaboratifs et éventuellement travailler au montage d'équipes de recherche dédiées sur des sujets avec INRIA, avec Institut Mines Télécom, avec l'excellence académique française. Voilà, je voulais juste terminer avec ce transparent pour dire on ne fait pas que du transport autonome à Systemix. J'ai un collègue, Charles Kremer, qui s'occupe des cas d'usage énergie. J'ai un collègue, Étienne de Pommery, qui s'occupe de tout ce qui est autour de l'industrie agile. Et donc on a des projets, je pense, qui peuvent vous intéresser. En tout cas, on sera ravis d'en discuter avec vous. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci beaucoup, Paul. C'est effectivement aussi une des grandes qualités de cette émergence de la notion d'intelligence artificielle, c'est que ça permet à pas mal de corps différents, enfin, je vois des chercheurs, des spécialistes des data et des entreprises de travailler ensemble pour appréhender au mieux ce sujet. C'est à vous qu'il incombe de parler maintenant, Olivier Grabet, notamment sur le sujet qui vous est très propre hein, chez RTE, de cette émergence de l'intelligence artificielle. On l'a bien compris, elle est là. Et ce qu'elle implique pour vous, en interne, en termes de changement peut-être de gouvernance? J'en profite pour féliciter et remercier l'équipe qui nous a qui a préparé ce thème, qui a mené beaucoup d'interviews, qui a suscité de l'intérêt et qui se concrétise aujourd'hui avec cette journée. Et c'est vrai que quand ils sont venus me voir pour me proposer d'intervenir, ma première question a été « mais pourquoi moi ?» Parce que finalement, on fait des choses en matière d'IA à RTE, par exemple, avec des réseaux de neurones profonds pour améliorer Apogée, des modèles de prévision de conso qui font appel à l'IA, des reconnaissances d'images pour le traitement des données des drones. Mais finalement, si c'était pour parler de ça, Patrick, Antoine, Yannick ou Laurence sont beaucoup plus pertinents que moi. Donc du coup, ça renvoie finalement à ma première expérience avec l'IA, qui crée tout de suite la différence, c'est la question existentialiste. Qu'est-ce que je fais là ? Et en quoi l'IA est susceptible d'interroger ça aussi ? Alors qu'est-ce que je fais là ? En particulier en tant que RTE, en tant que manager de RTE. Qu'est-ce que nous faisons là ? Et qu'est-ce que c'est que RTE et en quoi les promesses, au moins, de l'intelligence artificielle et bien entendu que finalement c'est un mélange de promesses, de fantasmes et que c'est pas toujours simple de s'y retrouver dans tout ça. Je vous propose de partager avec vous quelques réflexions, plutôt questionnements, sur qu'est-ce que RTE et du coup, en quoi l'intelligence artificielle demain peut nous questionner. Alors on est une entreprise qui s'occupe d'un objet très complexe. Le réseau électrique, c'est d'une complexité incroyable qui fait que, par exemple, il suffit que ça tousse en Pologne pour que ça se ressente jusqu'au Portugal. Et on a à gérer des systèmes interconnectés qui peuvent réagir au millième de seconde, qui sont connectés avec des systèmes encore plus erratiques, les marchés. Donc, quelle valeur ajoutée on apporte, nous, RTE, finalement, dans cet ensemble. Vous le savez, on défend l'idée d'une entreprise
alors qu'on peut appeler intégrée, complète, c'est-à-dire qui regroupe en son sein un ensemble relativement large de compétences. Il y a d'autres modèles sur la planète, il y a des endroits où c'est segmenté, c'est pas une seule entreprise. Il y en a qui s'occupent de la gestion des actifs, il y en a d'autres qui s'occupent de la gestion des flux, d'autres des marchés, d'autres de l'économie. Nous, on a souhaité, et on souhaite encore donner de la valeur au fait qu'on est une entreprise intégrée. Et qu'est-ce qui fait, de mon point de vue, un des éléments de singularité, c'est que on est au cœur, finalement, de la valeur qu'on apporte, c'est la capacité à décider. Quand on regarde beaucoup de choses de ce que l'on fait, c'est, finalement, comment on décide en univers incertain. C'est vrai pour l'exploitation temps réel, puisque finalement... Quand on regarde, les opérateurs, ils ont quand même une représentation très partielle de ce qu'est la réalité physique du réseau. C'est vrai quand on doit décider des investissements à des horizons qui sont lointains. C'est vrai quand on doit établir des règles de fonctionnement d'un marché où on prend des hypothèses sur le soi-disant comportement rationnel des acteurs. Donc, un des cœurs de notre activité, c'est la capacité à aussi bien décider. Et notre modèle, c'est justement la capacité à mobiliser l'intelligence humaine collective pour tirer parti de l'ensemble de nos compétences pour essayer de prendre les meilleures décisions, quelles que soient les échelles de temps. Et donc, ce qui fait aussi notre spécificité de ce point de vue, c'est qu'on est une entreprise qui, comparée à d'autres qui font la même activité que nous, on est relativement grand. Alors, on est petit comparé à plein d'autres, mais au moins sur notre périmètre d'activité. Qu'est-ce que ça nous donne finalement, cette combinaison d'un système électrique relativement important comparé aux autres, c'est toujours pareil, à exploiter, et cet ensemble relativement large de compétences, c'est qu'au final, dans notre périmètre d'activité, on a beaucoup de données et d'informations disponibles. Et donc, on a aussi développé tout un ensemble de compétences sur le traitement de ces données, avec des approches relativement classiques. Et quand on regarde, et je pense que au regard de la composition de la salle, je pense que vous êtes un certain nombre à utiliser à divers titres des données, à ouvrir Excel de temps en temps pour faire du tri, corréler des informations, et que ça vous sert aussi à interagir avec d'autres. Et c'est un des éléments essentiels finalement de la prise de décision. Et ça, finalement, ça donne de la valeur à notre modèle intégré. Et ça positionne la prise de décision entre ce que j'appellerais le niveau opérationnel et le niveau stratégique, et des allers-retours entre le niveau opérationnel et le niveau stratégique. Finalement, la préparation de cet événement, j'ai été amené du coup à me renseigner beaucoup plus que je ne l'avais fait auparavant sur intelligence artificielle et management. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se pratique? C'est quoi les idées? C'est quoi? Et bon, il apparaît comme évident que les algorithmes d'intelligence artificielle sont déjà, et le seront de plus en plus, beaucoup plus performants que nous pour traiter des grosses masses de données, chercher des corrélations, trouver des incohérences, des cohérences et autres. Or, c'est quand même une partie pas non plus négligeable de notre activité. Le deuxième élément, c'est que j'ai vu qu'il y avait déjà des endroits où, en fait, il y a un fonds de pension américain qui a lancé, il y a 3 ans, je crois, finalement, un laboratoire interne pour développer, pour transférer dans un logiciel d'intelligence artificielle toutes ces pratiques de management, d'investissement, avec l'objectif, c'est que le fonds soit géré par une IA en 2020. Alors, peut-être qu'ils n'y seront pas en 2020, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent. En Asie, il y a comme ça, dans une société aussi d'investissement, où un des membres du COMEX, c'est une IA, auquel on est susceptible de poser des questions. Et honnêtement, je pense que c'est toujours beaucoup plus efficace que nous pour trouver les incohérences qu'il y a entre le transparent 4 et le transparent 12 et la note qui accompagne le dossier du COMEX. Donc, c'est une valeur ajoutée où, si on se concentre uniquement là-dessus, clairement, on va être vite dépassé par les IA. Et donc, j'en suis arrivé quand même à dire que c'est de nature à transformer demain, de façon profonde, l'entreprise, y compris à questionner ses modes de management et sa gouvernance. Puisque si, et là je ne me positionne pas à des horizons de 2 ans, mais supposons 2025, parce que vous savez que c'est un horizon dont on parle assez régulièrement, on pourrait imaginer qu'une partie du traitement de l'information que l'on fait
puisse être finalement dédié à des solutions qui pourraient être finalement développées par des entreprises innovantes en pointe sur l'intelligence artificielle et qui se substituent en partie finalement au processus de décision. Et que du coup, petit à petit, ce qui constitue la valeur de l'entreprise qui embarque l'ensemble de ses compétences puisse être questionné et qu'au final, on pourrait obtenir le même résultat ou au moins la même performance en spécialisant finalement et en n'ayant plus cette intégration de l'ensemble des activités. Tout ça pour arriver à se dire que j'ai pris conscience que nous n'avions pas finalement intégré au niveau nécessaire le potentiel de disruption et le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle. Et que c'est un des enjeux aussi que l'on a, que de le penser, non pas comme seulement, comme on le fait, une brique de solution, un des éléments de solution sur, par exemple, une classe de problèmes pour améliorer la façon dont on va pouvoir, par exemple, faire des analyses de risque sur l'exploitation du réseau. Mais en quoi, finalement, c'est de nature aussi à transformer l'ensemble de l'entreprise et pour, finalement, en avoir le contrôle, faire des choix. Et du coup, savoir mettre en perspective le potentiel au regard de ce qu'est notre ADN, de ce que l'on veut être. Et de ce point de vue, ça me fait penser aussi à d'autres réflexions qu'on a eues dans un autre cercle et qui n'a absolument rien à voir avec l'IA, mais dans un registre aussi qui est très d'actualité pour le gouvernement, qui est la question du statut des entreprises, et en particulier les entreprises à mission, qui revient à dire, mais c'est quoi une entreprise ? En quoi c'est un objet social qui n'est pas uniquement un compte de résultats et des dividendes versés à l'actionnaire à la fin, c'est aussi un ensemble humain, des interactions entre ses salariés, les parties prenantes, et donc réinventer quelque part l'entreprise. Et de ce point de vue, c'est un des enjeux et un des défis qu'on a en face de nous, qui est d'intégrer le potentiel de l'intelligence artificielle dans ces réflexions, dans un ensemble plus vaste, pour savoir finalement, comme vous l'avez souligné au début, en faire un médicament ou au moins finalement une solution qui fasse que demain on se sente plus fort pour faire face à l'ensemble des défis, qu'on se sente plus cohérent plutôt que de se retrouver éclaté. Et de ce point de vue aussi, finalement, très clairement, l'ensemble des activités, quand on regarde, sont susceptibles demain d'être touchés. Le management en premier, c'est pas souvent, hein, mais là, on est en plein dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que on va être très motivé à s'attaquer au problème. Donc, les métiers vont être transformés, mais en même temps, ça redéfinit, de mon point de vue, aussi la valeur qu'en tant que salarié et en tant que personne, on apporte dans le collectif. Et finalement, bon, je passe un certain temps en réunion, de nature un peu rêveuse, ça m'arrive parfois, même si ce n'est pas souvent, de décrocher et de rêver un peu. Ça, normalement, bon, ça ne doit pas se répéter, mais normalement, dans les concepts ou les représentations classiques d'entreprise, du coup, là, je suis en perte de performance absolue. Peut-être demain que c'est l'inverse, grâce à l'intelligence artificielle, et qu'au contraire, on va réhabiliter le rêve. Aussi, et vous l'avez parfaitement bien illustré, c'est bien la créativité, et la créativité collective qui aussi fait la différence. Donc, on a finalement des perspectives, de mon point de vue enthousiasmantes, qui doivent permettre de repositionner l'humain au cœur de l'entreprise, et avec peut-être demain des nouveaux métiers, et qu'une partie de l'expertise, demain, sera faite par une IA, mais qu'on aura besoin d'avoir des coachs pour IA, parce que ce qui fonctionne, c'est aussi une IA qui est en interface avec finalement des coachs humains qui leur apprennent finalement comment passer finalement de corrélation à la causalité de quelqu'un qui, comme finalement un enfant qu'on accompagnerait, peut aider à passer différentes étapes. Et donc, finalement, pour ceux qui se poseraient des questions de quel sera mon rôle demain ou comment mon activité pourrait être bouleversée, je vous ouvre des perspectives nouvelles. Avec la DRH, on va travailler un programme de formation des coachs pour IA. Merci beaucoup Olivier Grabet, je crois que ça a été retenu, hein, cette idée de formation de coach pour IA.
nouveaux métiers. Comme il y en aura beaucoup a priori, on va ouvrir un temps maintenant qui finalement va être mixé entre vos questions et les réflexions des intervenants, puisque le temps file et mon seul rôle ici est finalement de regarder la montre. Il y a énormément de questions sur la plateforme, posez-en encore, même si je ne suis pas sûre qu'on répondra à l'ensemble des questions. Je voulais rebondir puisque vous l'avez tous plus ou moins signalé, et c'est l'élément qui ressort le plus dans la presse, dans les sondages faits auprès des Français en ce qui concerne l'émergence de cette notion d'intelligence artificielle, c'est la question du travail et de la menace, mais c'est peut-être aussi une opportunité que représente cette émergence de l'intelligence artificielle pour le travail aujourd'hui. Que seront nos sociétés et comment travaillerons-nous dans 10, 15, 20 ans? Ce sont également des questions qui ont été posées sur la plateforme et auxquelles je vous invite à répondre, peut-être par votre biais. Étienne, par exemple, effectivement, la question purement sociétale et donc de la façon dont nous allons évoluer à la fois personnellement et professionnellement est intimement liée à celle de l'émergence de cette intelligence artificielle. Bon, c'est une vaste question. On a dit tout à l'heure qu'il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont évoluer, d'autres qui vont apparaître. C'est difficile de faire des prédictions puisque, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on a dit ici, l'usage que nous allons faire de l'IA ne dépend pas que de l'IA. Ça dépend aussi de ce que nous voulons faire. Enfin, j'espère qu'il y a encore une marge de manœuvre pour la volonté, pour le désir de faire telle société plutôt que telle autre. Maintenant, on a l'impression que les métiers qui sont très automatiques sont les plus menacés. Il y a plus de gens qui lisent les chèques, par exemple, dans les banques. Tout ça est automatisé. C'est Yann Lequin qui a écrit le logiciel qui permet de faire cela. Et donc, il y a une sorte de tension qui vient du fait que si des robots peuvent remplacer des humains, c'est surtout parce qu'on a transformé certains humains en robots. Et donc, il ne faudrait pas qu'on robotise les tâches humaines pour qu'elles puissent être accomplies par des robots. C'est toujours très vexant. Ça m'est arrivé hier quand on envoie un mail et la réponse qu'on reçoit, c'est « prouvez-nous que vous n'êtes pas un robot ». Et il faut recopier un truc. C'est quand même une forme d'humiliation. Et je pense qu'il faut quand même garantir que dans la suite de l'histoire, les humains ne seront jamais traités comme des robots. Ensuite, vous avez parlé de déclassement, il y a quand même le risque de déclassement, c'est ce qu'un philosophe qui était le mari de Hannah Arendt qui s'appelait lui-même Günther Anders, il avait inventé le concept de honte prométhéenne. Et il avait deviné qu'un jour, le silicium humilierait le neurone. On fait des objets dont nous devrions être fiers, des machines par exemple, parce qu'elles font certaines choses mieux que nous. Ça devrait donc exacerber notre fierté de les avoir faits. Mais en même temps, ces objets, par leur performance, nous ridiculisent. Et donc, il y a la question du lien que nous aurons avec ces machines. Est-ce que ça sera un lien d'empathie, est-ce que ça sera un lien de rivalité? Il y a toutes sortes d'études qui sont faites par des psychologues là-dessus. Par exemple, il a été démontré, je crois, que le lien d'empathie qu'on a avec un robot peut être très fort, même si la forme du robot n'est pas du tout celle d'un humain. Par exemple, les soldats américains qui utilisent des démineurs qui sont des robots, qui sont sur 3 roues, quand il y en a un qui explose, ont des réactions assez proches de celles qu'ils ont lorsque l'un de leurs camarades est blessé ou tué, simplement parce que ce robot a pris des risques, entre guillemets, pour eux. C'est sacrifié, entre guillemets, pour eux. Donc, il y a là des relations très complexes. Et enfin, je pense que, et c'est ce que vous avez dit sur la machine, pas la machine, la voiture autonome, il y a des tas de problèmes éthiques qui sont en fait insolubles. C'est ce que Ruven Ogien, un philosophe qui s'est intéressé à ça, appelait la panique morale. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles morales parfaitement claires, mais sur certaines situations concrètes, on ne sait pas comment les faire jouer. Par exemple, il prenait le cas d'un bateau, d'une barque dans laquelle il y a 4 hommes et un chien. Une tempête s'annonce, il faut en jeter un à la mer parce que le poids est trop important dans la barque. Qui on jette à la mer? Vous faites un petit sondage, tout le monde est d'accord pour que ce soit le chien, en supposant qu'il ait une masse suffisamment intéressante pour que ce soit efficace. Après, vous changez juste une petite donnée dans le problème. Les 4 humains, c'est 4 nazis qui viennent de brûler vifs des résistants dans une église, et le chien, il a sauvé des gens dans une avalanche. Panique morale.
panique morale. Et je sais qu'il y a des problèmes comme ça avec des simulations qu'on peut faire. Voilà, une voiture va rentrer il va y avoir un accident. Où est-ce que la voiture doit se diriger? Est-ce qu'elle doit aller là en tuant telle personne, ou là on va tuer d'autres personnes qui ont un statut social différent? Comment est-ce qu'on fait? Je pense que ça, c'est des questions qui nous attendent. Et moi, à titre personnel, j'espère que la différence entre les humains et les robots continuera de se voir. Il y a une autre question sur justement qu'est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas, et justement douée d'empathie ou pas, je vous reposerai tout à l'heure, mais moi ce que vous dites renvoie à ce que vous disiez, Marc, aussi sur la question d'éthique et le fait qu'on a fait des expérimentations avec les données en influant des pensées négatives, type le nazisme. On arrive à faire des robots quasiment des nazis. Donc effectivement la question éthique, c'est qui va décider de faire que les données et l'intelligence artificielle restent moralement bonnes? Déjà, bon, les expériences, là, c'est le célèbre chatbot de Microsoft qui, après une journée, proférait des propos nazis, parce que les internautes s'étaient évidemment amusés à lui donner des données dans ce sens-là. La question, en fait, vient du fait qu'aujourd'hui, on apprend à partir de données, et si ces données sont biaisées, on apprend quelque chose de biaisé. Donc c'est notre société qui, au départ, est déjà biaisée, et que si on ne fait pas attention, on va simplement reproduire ces biais-là. Donc ça, c'est le problème essentiel. Alors on peut rêver un peu et se dire que, au contraire, si on est conscient du problème, on réussira à détecter ces biais et à les corriger. Mais il faudrait pour ça qu'il y ait des sérieux efforts qui soient faits, et il faudrait remettre en question les résultats des apprentissages à partir de toutes les données. Si on prend un exemple qu'a donné Kate Crawford à Los Angeles il y a quelques mois, si vous demandez à Google des CEO, des images de CEO, dans les 100 premiers, vous avez une femme. Bon, alors il y en a un petit peu plus, en fait, j'ai regardé. Mais enfin, si c'est une femme, et quelle femme? Eh bien, c'est Barbie CEO. Donc, c'est même pas quelque chose qu'on pourrait trouver souhaitable. Donc, tant qu'il y aura ça déjà dans les données, c'est quasiment impossible à corriger, quoi. Enfin, c'est quelque chose on peut mettre des avertissements, on peut, comme je l'ai dit, essayer d'avoir a posteriori des choses, mais il faut savoir, c'est qu'au niveau recherche, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Il y a plusieurs mesures possibles, mais elles se contredisent. Enfin, on n'arrive à rien au niveau purement recherche. Il faudra toujours un jugement humain pour dire oui, ça c'est biaisé, ça c'est pas biaisé, l'éthique. Il y aura toujours un homme derrière la machine, ou en tout cas il faut pour ce genre de questions. Pour ce genre de questions. Aujourd'hui, attention. Et à cette question, qu'est-ce que l'IA n'est pas? N'est-elle pas douée d'empathie? Est-ce que vous avez une réponse? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas? On nous pose des questions philosophiques sur la plateforme. Oui, non, mais vous avez je garde le micro puisque je l'ai, mais j'ai commencé un petit peu comme ça. Aujourd'hui, elle n'est pas généraliste, donc elle est très très loin d'être douée d'empathie. Alors attention, on peut parfaitement simuler l'empathie. Alors maintenant, si on pousse la simulation et qu'on la rend de plus en plus performante, à un moment, est-ce que ça ne sera pas d'être doué d'empathie? Donc là, c'est une question que je laisse à d'autres, mais clairement, pour l'instant, on ne fait que simuler l'empathie. On est capable de reconnaître que l'interlocuteur humain est triste, et puis on va dire, s'il est triste, alors je fais telle et telle démarche, mais c'est quelque chose qui est câblé. Alors à quel moment c'est vraiment de l'empathie, à quel moment où s'arrête la simulation? Et peut-être une autre question qui est liée pour après laisser les autres répondre. Existe-t-il une loi de progression de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle sera dans 10, 20, 50 ans? Alors personne ne se dévoue pour répondre. Non. Il y a Rodney Brooks a fait des choses très intéressantes récemment. Il a publié sur son blog des prévisions datées. Donc il a pris le risque, parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Rodney Brooks, c'est un roboticien très, très connu. Il a pris le risque de dater des choses sur le véhicule autonome, sur ci et ça. Mais il est le premier à être conscient que c'est très risqué.
Je jouerai pas non plus au futurologue. Ce qu'on peut redire quand même, c'est qu'il y a aussi des ruptures. Il y a des hivers de l'IA, comme on aime à le dire. Et on a eu deux périodes pendant lesquelles les gens ne le mettaient plus sur leur CV, on va dire. Aujourd'hui, c'est redevenu très à la mode parce qu'on a fait il y a eu une rupture, il y a eu un progrès énorme avec les réseaux conductifs, avec les CNN, avec Yann-Lequin, avec la mise à disposition de données grâce à Internet. Et voilà, je ne referai pas toute l'histoire, mais l'IA, c'est aussi un assemblage de différentes disciplines. Chacune avance de façon incrémentale, et puis de temps en temps, il y a des ruptures sur un domaine. Et là, c'est vrai qu'on peut appliquer l'IA sur un champ d'application qui est complètement formidable. Alors, est-ce que le 3e IA est en préparation? Est-ce qu'on la question de l'explicabilité, par exemple, hein, est-ce qu'on peut, à partir du moment où on développe des systèmes critiques qui devront être soumis à une homologation, où il y a une certification avec, et je pense que ça parle bien aux gens de RTE, parce que c'est des problématiques que vous rencontrez aussi dans vos systèmes. Comment on fait pour certifier un système qui intègre une intelligence artificielle? Là, il va falloir un peu repenser notre façon de faire, parce que les gens qui ont la culture de la sûreté de fonctionnement, ils n'aiment pas trop les boîtes noires, et donc il va falloir faire des choses, sinon on peut prédire un 3e hiver de l'IA. Donc ça sera quand même intéressant de creuser de ce côté-là. D'autres questions? Êtes-vous inquiet que dans plusieurs États, les organismes qui financent le plus la recherche de l'intelligence artificielle soient, par exemple, liés à l'armée, ou que les données soient possédées par un petit nombre? On parlait effectivement, c'était Marc, je crois, des GAFA et autres équivalents chinois qui possèdent aujourd'hui la plupart de nos données. Est-ce que ça, c'est un élément d'inquiétude? Battez-vous pour répondre. Oui. Il fait beaucoup plus court dans les questions-réponses que dans sa présentation. Non, mais aujourd'hui, c'est un fait. Malheureusement, les données sont là. Alors attention, j'ai rapidement mentionné le fait que les États-Unis, la Chine, en termes de données, par exemple, la Chine a été draconienne puisqu'ils ont interdit à Google, en gros, et ils ont créé leur propre géant, leur propre plateforme, qui sont, je ne dis pas que c'est mieux, hein, mais simplement, les données des Chinois sont en Chine, à défaut d'être ailleurs. Donc ça fait partie des choses qu'on pourrait espérer faire avec les nouvelles réglementations. Maintenant, est-ce que c'est mieux d'avoir ces données chez Alibaba ou que de les avoir chez Amazon? La question est posée. Il faudrait aussi, et encore une fois, il y a peut-être des moyens d'agir de légiférer là-dessus, forcer ces possesseurs de données à nous les rendre. Donc ça fait partie des mesures préconisées dans la RGPD. Pour ce qui concerne RTE, c'est ce que j'évoquais de façon très rapide, c'est que demain, il y aura effectivement un avantage aux acteurs qui auront la capacité à finalement accéder à des données sur un périmètre beaucoup plus large. Alors, pour ce qui nous concerne, ce ne sera probablement pas les questions de données qu'on trouve sur Alibaba, mais par exemple, l'état du patrimoine. Et donc, pour nous, c'est un enjeu d'avoir une démarche qui vise d'abord à augmenter le volume et la précision des données qu'on va capter. C'est complètement le sens de notre projet qu'on a appelé Système électrique 2025 et de transformation digitale du réseau. Mais aussi et surtout, c'est de trouver des partenaires et de faire finalement peut-être des coopératives avec d'autres acteurs comme nous pour partager l'ensemble de ces données pour rendre finalement les algorithmes d'IA plus performants. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, c'en est d'autres qui le construiront et qui seront capables, in fine, de fournir des solutions plus pertinentes que ce qu'on est capable de mettre en œuvre à notre échelle. Mais dans ce jeu-là, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut que si vous ouvrez vos données à d'autres, il faut que les autres acceptent de les ouvrir. Oui, c'est pour ça que je parle de coopérative. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas uniquement dans l'entreprise. Finalement, c'est aussi une question purement géopolitique, quasiment. C'est qu'il faut que chacun accepte de jouer le jeu. Et ça, c'est pas forcément gagné. Si au sein de l'entreprise, vous y êtes prêt, en tout cas dans votre secteur, peut-être que les pays dont on parlait, ou les GAFA et autres BATX, ne sont pas prêts à le faire.
Si on arrive déjà à le faire à la maille européenne, ça fait déjà des volumes assez... Là, c'est assez... Ouais. Donc, l'objectif, ce serait français puis Europe. Une question pour vous encore, Olivier Grabet. L'intelligence artificielle est-elle une nouvelle électricité? La question posée sur la plateforme. Comment infuse-t-elle ou transforme-t-elle notre système électrique? Sacrée question encore. Alors, pour l'instant, j'ai surtout compris que c'était quand même une nouvelle source de consommation d'électricité, puisque quand même, ça a été, je l'ai pas repris, ça a été souligné quand même, hein, le cerveau humain, en termes de performance énergétique, il reste au top. Hein. Non, enfin, c'est un moyen de traiter l'information. Donc, à ce stade, je ne vois pas de corrélation directe. Après, on peut l'entendre au sens, est-ce que ça a le même potentiel de transformation de l'ensemble de la société qu'a été l'impact de l'électricité? Est-ce que c'est la même rupture technologique? Et donc, là aussi, on lit des choses très différentes, mais probablement que ça fait partie des éléments qui peuvent conduire à redessiner en profondeur la société. Et c'est ce qu'Étienne Klein précisait. Et finalement, avec, pour le pire comme pour le meilleur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un TED d'Alexandre Cadin et qui disait qu'il avait fait, finalement, il avait fait un sondage auprès de gens, des étudiants, mais comment vous voyez demain avec l'IA? Bon, en gros, 90%, c'est Terminator quand même. Donc, il y a quand même besoin de développer une vision positive et optimiste du développement de l'intelligence artificielle. Mais c'est ce que vous me disiez, Étienne Klein, quand on a préparé cette conférence, c'est que finalement, et c'est ce que vous disiez aussi au début, c'est que c'est très franco-français, finalement, cette espèce de crainte autour de l'émergence de l'intelligence artificielle, puisque l'acception n'est pas la bonne. Puisque cela n'est pas encore une intelligence, et a priori, ça ne le sera pas. Il faut que ça reste une machine aidante. Enfin, c'est une machine qui, quand même, laisse entrevoir des potentialités qui sont difficiles à prévoir pour les raisons qu'on a dites. Moi, je pense que simplement, il y a des questions qui se posent. Voilà, il faut qu'on se détermine. C'est pour ça que j'attends avec impatience le rapport Villani. Il y a vraiment des questions. Par exemple, en quittant le domaine de l'automobile ou du courant électrique, quand vous êtes sur Internet, les habitudes que les logiciels peuvent détecter à partir de vos comportements leur donnent une idée. Alors, le mot idée est peut-être pas le bon, mais en tout cas, une certaine connaissance de vos goûts. Et vous vous présentez, par exemple, si vous achetez des livres qui ressemblent aux livres que vous avez déjà achetés. Pareil pour l'information. On va vous présenter des informations qui correspondent au type d'informations que vous avez l'habitude de lire et dont les tonalités sont conformes à vos idées. Et donc vous êtes enfermé dans des bulles cognitives où vous ne rencontrez jamais l'autre. L'autre étant des idées contradictoires, etc. Par exemple, vous faites expérience, vous faites semblant d'être climato-sceptique. Et j'espère que vous ne faites que semblant. Et bien, vous allez circuler et constamment avoir des arguments qui renforcent votre croyance parce que le système est organisé pour cela. Et je ne sais pas s'il y a des moyens techniques d'empêcher ça. On pourrait dire finalement ça a toujours été comme ça. Finalement, avant, les gens de gauche lisaient pas le Figaro et les gens qui lisaient le Figaro lisaient pas l'Humanité. Donc quand on lit des journaux, on n'a pas envie d'être mal à l'aise intellectuellement et psychiquement. Donc on pourrait dire que ça a toujours existé, mais là le système fait que c'est une tendance très lourde qui fait que on entre dans ce que Gérald Bronner appelle la démocratie des crédules, c'est-à-dire qu'on est enfermé par cette circulation dans nos croyances préétablies. Il y a encore de nombreuses questions. On va laisser la salle aussi en poser. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, puisque, encore une fois, je me répète, mais le temps nous est compté. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Juste une pour vous, Paul Labrogère, peut-être. Quelles sont, selon vous, les applications concrètes qui ont été les plus surprenantes et inattendues ces dernières années, en lien avec l'émergence de l'intelligence artificielle ? Alors les plus concrètes, les plus surprenantes, je sais pas si vous avez vu la news d'hier avec Elon Musk qui a annoncé qu'il envoyait une Tesla dans l'espace avec son SpaceX.
Evie là. Bon, c'est surprenant, je suis pas sûr que ce soit très pratique. Ça va faire une belle photo, je suppose. Non, je pense que on va vraiment assister à quelque chose de complètement neuf. On en discutait avant le débat. Il y a rien que dans l'automobile, il y a l'arrivée de l'électrification des véhicules. Il y a l'arrivée le véhicule connecté. Le véhicule devient connecté et donc permet d'imaginer des cas d'usage avec l'autopartage. Et quand on rajoute à ça une dimension de conduite automatisée avec des forts niveaux d'autonomie, on arrive à des promesses qui sont vraiment intéressantes et je pense qu'ils sont tout à fait à notre portée. Je dirais, je sais pas, moi le covoiturage et l'impact que ça a eu sur notre société et le changement un petit peu de paradigme entre on l'évoquait aussi ce midi entre la propriété du véhicule et le fait d'avoir un usage d'un service. Je pense que ça c'est assez Ça, c'est une modification, effectivement, qui a transformé l'ensemble de la société. Est-ce que c'est le cas aussi, Olivier Grabet, chez vous ? Enfin, cette question de la transformation de la propriété à l'usage, ça a modifié aussi votre façon de travailler au sein d'RTE ? Alors, on ne peut pas encore dire que ça a modifié à ce stade notre façon de travailler, mais ça fait partie des réflexions de comment demain il y a une interaction différente d'aujourd'hui, une relation différente à l'énergie. Et aussi des nouveaux modes de consommation associés à des nouveaux modes de production et comment, finalement, dans ces perspectives-là, on conserve quand même un élément fort qui est... j'aime à le rappeler l'histoire singulière des réseaux électriques parce que les réseaux électriques c'est l'histoire d'une solidarité qui s'est construite d'abord très localement à partir des vallées de montagne en connectant deux vallées mais après en s'étendant jusqu'à constituer quand même un réseau qui aujourd'hui connecte 450 millions d'Européens avec un battement, la fréquence qui est partagée, qui est un élément de solidarité qui fait que si on n'était pas connecté au reste de l'Europe et qu'on perd certains moyens de production, on aurait plus de difficultés à passer, et c'est vrai pour tous les pays. Et donc, du coup, c'est bien finalement un des sujets de réflexion et de travail, c'est comment demain on tire parti finalement de nouvelles formes d'usage, de nouvelles formes d'interaction, tout en conservant cet acquis quand même d'une solidarité qui s'est construite à une échelle quand même assez singulière. Des questions dans la salle, peut-être ? C'est toujours le plus dur de poser la première. Moi, je peux continuer à en poser depuis la plateforme, mais n'hésitez pas. Une première question, dans le fond. Oui, bonjour, Olivier Corrévard de la direction achat. J'avais une question par rapport à la responsabilité individuelle lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle. Typiquement, l'exemple classique, c'est les accidents de voiture quand on est dans une voiture autonome ou des mauvaises prévisions économiques qui impacteraient en fait financièrement l'entreprise. Ou je pensais aussi à un mauvais diagnostic médical par un médecin qui serait assisté par une intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc, quid de la responsabilité individuelle dans ce genre de cas ? Je peux essayer de répondre pour la partie transport, puis je vous laisserai compléter. Vous avez aujourd'hui un cadre légal, réglementaire, dans lequel, si vous oubliez de serrer votre frein à main et que, même si vous n'êtes pas là et que votre voiture percute quelqu'un ou quelque chose, c'est le propriétaire du véhicule qui est responsable. Donc voilà, c'est l'état de fait aujourd'hui. Le fait d'intégrer de l'IA dans les dispositifs, moi, encore une fois, je renvoie à la question de l'homologation. Comment est-ce qu'on va homologuer ces véhicules ? Comment on va vérifier, certifier qu'ils sont conformes à un niveau de safety, un niveau de sûreté de fonctionnement attendu. À partir du moment où le véhicule sera homologué, on peut dire que moi je rentre pas dans les considérations effectivement liées aux accidents autour de l'éthique. Je considère qu'on va travailler pour faire en sorte que ces systèmes ils vont respecter la loi et on fera en sorte que ce soit le cas. Mais voilà, donc pour moi ça renvoie à la notion d'homologation et de safety. Alors je sais pas pour les autres cas d'usage si Marc tu peux. La science notamment. Alors, je sais pas, déjà, respecter la loi, ça suffit pas à faire quelque chose d'éthique. Malheureusement, ça serait trop facile. Donc il y a des questions encore qui sont ouvertes, même en respectant la loi. Et donc effectivement, il y a une loi qui existe. Il y a aussi des choses où il faudra la modifier. Pour revenir à la question,
Jusque-là, il y avait en cas d'utilisation d'un logiciel, disons, il y avait deux acteurs principaux, celui qui a écrit le logiciel et celui qui l'utilise. Avec l'intelligence artificielle, du moins dans le cadre Big Data, il y a un troisième acteur qui est celui qui fournit les données. Donc clairement, il y a de beaux jours devant eux pour les avocats, puisque la question n'est pas automatiquement tranchée. Et pour revenir au problème du médecin ou les prévisions économiques. Voilà, aujourd'hui, dans la loi, la décision ne peut pas être prise par l'algorithme tout seul. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui a pris la décision. Donc, c'est elle qui va être responsable. Après, elle peut se retourner éventuellement contre, alors, soit le concepteur du logiciel, soit le fournisseur de données qui a fait que le logiciel a réagi de telle ou telle manière. Mais c'est pas, au départ, c'est quand même une personne qui a pris la décision. Enfin, au départ, à l'arrivée. Vous voulez rajouter un mot? Je ne suis pas spécialiste, mais je vois que ça pose des questions très délicates. Il y a des gens qui sont rassurés quand ils sont dans un avion de savoir qu'il y a un pilote humain. Et il y en a qui sont rassurés quand c'est le pilote automatique. Donc on n'a pas la même confiance, et le rapport à cette confiance qui soit vraiment unanimement partagé, ça pose des questions délicates. Et pour avoir assisté à un colloque récemment sur les robots chirurgicaux, ces questions sont posées de façon assez intense, parce que pour des opérations délicates, il existe aujourd'hui toutes sortes de robots qui font beaucoup mieux le travail que les chirurgiens classiques, si j'ose dire. Mais il y a toujours une marge d'erreur. Donc ils font moins d'erreurs médicales ou provoquent moins d'accidents que les chirurgiens humains. Mais s'ils en provoquent un, le rapport qu'on a à la faute n'est pas le même que si c'est un humain. On tolère les erreurs humaines, pas forcément les erreurs des robots. Et ça peut créer un rejet, alors même qu'ils sont plus performants, lié au fait qu'on ne leur accorde pas les droits à l'erreur qu'on accorde aux humains. Parce qu'ils sont purement humains. Autre question ? Non, pas de questions. Incroyable, vous avez un panel d'intervenants et pas de questions. Bon, alors moi je continue. Là, c'est une question assez étonnante, mais plutôt rigolote, mais je pense qu'elle a des applications aussi assez scientifiques. L'intelligence artificielle peut-elle nous faire gagner au loto, ou à minima au poker? Peut-elle tout faire? C'est très différent. Ah bah, il y a un spécialiste. Loto et poker. Poker, c'est fait. Hein. Poker, c'est fait. Oui, parce qu'il y a jeu de go, poker. Non, alors, il y a une grosse différence entre le go et le poker, c'est que le go, l'information est complète, on voit tout le jeu. Le poker, malgré tout, l'adversaire en général essaie de cacher ses cartes, donc on ne les connaît pas. Mais par contre, donc c'est des techniques différentes qui ont été utilisées, mais le poker, ça y est, les grands joueurs, les plus grands joueurs de poker récemment, là, je crois qu'il y avait 5 joueurs de poker devant qui ont perdu devant une intelligence artificielle. Alors, mais c'est pas du tout les techniques de deep learning, etc., qui ont été utilisées pour le Go et qui marchent aussi pour les échecs, apparemment. Et le loto? Ben alors le loto, je ne sais même pas si c'est la peine de répondre. Je crois que c'est une personne qui rêve de devenir riche. Le mouvement d'un dé, par exemple, il est complètement déterminé. Et donc, il n'y a rien de aléatoire dans le jet de dés. Ce qui est aléatoire, c'est le fait qu'on ne connaît pas vraiment les circonstances, donc on ne peut pas prédire. Les bons joueurs de dés, ils arrivent à les... Donc j'imagine qu'un logiciel avec des caméras dans tous les sens, connaissant les conditions de l'air, etc., ouais, ça crée un débat. Bien joué. Moi, j'ai dit ça au hasard. Pour alimenter le débat. Encore 2 questions si on n'a pas dans la salle. L'IA semble montrer des résultats impressionnants sur diverses applications, mais peut-on comprendre comment elle y parvient? Quelle théorie autour de l'apprentissage profond et des réseaux de neurones? Marc? Ouais. Oui, alors ça c'est un problème qui a déjà été évoqué, hein, le problème de l'explicabilité. Et au-delà, alors une théorie qui permettrait, par exemple, de plus loin de valider ou de certifier des choses. Aujourd'hui, au niveau des réseaux de neurones profonds, la pratique est très en avance et la théorie est, bon, je ne vais pas dire inexistante parce qu'il y a des collègues que ça désolerait. Il y a des gens qui y travaillent, hein, qui progressent, mais on est très très loin de savoir expliquer ce qui se passe exactement. Alors on peut moduler ça en disant que ce que disait Étienne Guérin tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai qu'on comprend rien du tout.
Il y a des cas de reconnaissance d'image où quand on regarde ce qui se passe dans chacune des couches, on voit bien que les couches basses construisent des reconnaissances de traits, de rondes, etc. Puis petit à petit, qui sont assemblées jusqu'à faire un visage de chat ou de chien, etc. Alors, ça n'explique pas exactement ce qui se passe, mais on comprend qu'il y a progressivement des constructions de choses élémentaires qui sont petit à petit assemblées. Et une autre manière de répondre plus ou moins à l'explicabilité, mais qui n'est pas non plus forcément très satisfaisante, c'est de dire, étant donné un exemple qui est classifié comme chat ou chien, enfin bon, on peut aussi regarder si on le perturbe légèrement, qu'est-ce qui se passe, pour voir quelles sont les choses qui vont faire qu'à un moment, pouf, ça sera plus un chat, ça sera un chien. Donc encore une fois, c'est a posteriori, c'est pas une explication au sens mathématique du terme, mais c'est des pistes pour chercher. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir aussi que il est assez facile aujourd'hui de trouver des exemples dits adversariaux, c'est-à-dire on prend un chat, on modifie quelques pixels à l'œil nu, on voit absolument rien, et il reconnaît un serpent. Bon, peut-être pas un serpent, mais autre chose. Ou, beaucoup plus dangereux, des reconnaissances de panneaux routiers, avec quelques bouts de scotch sur un panneau stop, on le transforme très facilement en panneau limitation de vitesse, par exemple. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus dangereux parce qu'il y a des gens qui le feront. Il y a des gens qui essaieront. Forcément. Et non, mais bah oui, c'est écrit partout. De même que, alors pour revenir aux véhicules autonomes, normalement les véhicules autonomes ou quasi autonomes, ils essayent d'être le plus anonymes possible pour pas montrer qu'ils sont autonomes, parce que sinon, les autres conducteurs me disent « Ah, je vais voir s'il arrive à m'éviter. » Et ça, c'est un danger réel. C'est l'effet curiosité, en fait. Ouais, curiosité ou malsaine, quand même. Bon, allez, une dernière question, puisque le temps file encore une fois. Là, c'est beaucoup plus terre-à-terre, on va dire. En quoi la taxe robot serait contre-productive si elle consiste à taxer modérément la richesse créée par des robots quand ils remplacent, de fait, une activité humaine ? Qui avait parlé de la taxe robot ? Oui, c'est moi qui en ai parlé, oui. Ben voilà, puni. Je crois que c'était une question pour vous. Oui, j'ai bien reconnu. J'essaie de me cacher, mais c'est difficile. Non, enfin... Bon, c'est contre-productif parce que globalement, déjà, c'est très difficile de déterminer exactement est-ce qu'il faut taxer le robot, l'algorithme. N'importe quel algorithme devrait être taxé. On devrait taxer Excel aussi. Bon, évidemment, je caricature volontairement, mais... donc où est la limite ? Ensuite, comme je l'ai dit, et visiblement c'était pas très clair, c'est pas forcément la bonne entreprise qui va vraiment bénéficier du gain de productivité, par exemple, qui va apparaître. Donc on risque de taxer la mauvaise personne, enfin la mauvaise entité, quoi. Donc ça, c'est des choses... Et puis alors, si on va un peu plus loin, on va arriver à faut-il donner une personnalité juridique au robot ? Il n'y a pas de raison. Et là, on est embarqué dans des débats bien au-delà. Question à laquelle Étienne Klein peut répondre en 2 minutes. Non, il ne veut pas. Dernière question peut-être pour Olivier Gravette. Vous parliez de partenaires pour avancer dans le domaine de l'IA. À quel type de partenaire pensez-vous ? Quel type de partenariat ? Bon, déjà, assez naturellement... nos collègues européens qui font le même métier que nous pour voir comment on avance ensemble pour mettre au point des modèles plus complexes sur la base de données plus exhaustives. Et puis je pense que comme ça a été souligné, on a naturellement des partenaires de R&D avec lesquels on avance. INRIA en fait partie, il y en a d'autres. Mais il faut aussi étendre le débat pour, je pense, dans les cercles qui regroupent, par exemple, les DRH des entreprises, les responsables de développement durable, pour que finalement on sache traiter le sujet de façon complète et bien en ayant en tête le modèle de société, que ce soit d'ailleurs sans entreprise ou plus large, que l'on veut construire. Et si je devais conclure pour ma part là-dessus, sur la base de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, peut-être que si demain je dois promouvoir un projet
mise en place de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Peut-être je ne ferai pas piloter par la R&D, mais peut-être par le développement durable. On va terminer là-dessus, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à Olivier Grabet, Étienne Klein, Marc Schonauer et Paul Labrogère. Un grand merci à tous et on salue donc les amis de Toulouse et d'Aurillac qui nous ont suivis. Bon après-midi à tous.